Salut à tous. Salut. Bon, épisode 14 de Tatami Connexion avec un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, la clé de talon et le knee ripping qui va être autorisé à partir de 2021 en IBJJF. Ouais, on est dégoûté. On est dégoûté. On est contre. Parce que c'est quand même un sujet qu'on a peu évoqué depuis le début de nos podcasts et là, on va être obligé d'en parler. C'est un peu compliqué. Donc ça a été le sujet un petit peu qui a fait un coup de tonnerre là dans le monde du jiu-jitsu brésilien ces dernières semaines avec cette légalisation en nogi seulement pour l'instant. Et peut-être pour toujours d'ailleurs. Je pense que c'est plus comme ça que ça va se passer. Parce que durant ces dernières années, en fait, la tendance était plutôt à faire des restrictions au sujet des clés de jambes pour éviter les blessures. Donc là, on a vraiment un changement de direction à 180 degrés. Surtout qu'on s'y attendait pas en fait. Et on s'y attendait pas. C'est sorti un peu de nulle part. Ouais. Il y a eu beaucoup de lobbying et de pression qui a été fait par exemple Flow Grappling et d'autres intervenants, enfin des combattants qui ne travaillent qu'à la clé de talon, entre guillemets, enfin que dans les circuits à la clé de talon. Et donc ça a été fait. Ça a été un peu la surprise là. Alors on va essayer de comprendre pourquoi et quelles sont les implications de cette nouvelle règle, de ces nouvelles règles. Donc voilà, on va en débattre aujourd'hui avec mon cher Rolly. Alors, premier point. Pourquoi ? Bah oui. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui on légalise la clé de talon ? On est en 2020, c'était quoi un nouveau truc pour détruire des gens. Tu sais, c'est ça. Ouais. Il y a eu le Covid, il y a eu tous ces trucs-là, et maintenant on va les finir à coups de clé de talon et de ripping. Donc voilà, non, mais je pense que il y a eu une prise de conscience sur le nogi. Moi, pour ma part, en tout cas, on va en discuter, mais je pense que le nogi, il n'était pas assez valorisé et donc déserté par les combattants de l'IBJJF, et on le voit de toute façon. Il y a de plus en plus il y avait de plus en plus de clubs qui étaient en 100% nogi, en 100% kimono et qui laissaient vraiment le nogi de côté. Et donc, je pense qu'ils ont vu qu'il y avait donc une perte financière et une perte d'intérêt de pas mal de monde qui a mis en place cette décision, je pense. De toute façon, quand tu parles aux gens IBJJF, dans la tête tout de suite c'est kimono. Oui. La vraie valeur c'est kimono, c'est quand tu gagnes quelque chose en kimono. C'est ça. Pour moi en tout cas, et pour beaucoup d'autres personnes aussi. Ah oui, on prend un champion du monde gi et no-gi, effectivement, la véritable star, ça sera le champion du monde qui sera gi. Pas pareil. Donc voilà, sauf que force est de constater qu'aujourd'hui, il y a un niveau en no-gi qui est en train de vraiment grossir en dehors de l'IBJJF, et il y a des gens qui ne se spécialisent que là-dedans. Et il y a des stars surtout. Et il commence à y avoir des stars, de la visibilité, de l'argent, et je pense que ça joue énormément. De toute façon, la Danaher Squad, rien que ça déjà, ouais. Je pense que ça a joué énormément dans le fait qu'il y ait ce revirement de situation. Donc voilà, l'idée, je pense que c'est... on va pas se mentir, l'IBJJF, on va en parler beaucoup durant ce podcast, c'est une entreprise à but lucratif. Comme toutes les entreprises. Ouais, mais surtout l'IBJJF, on va pas se mentir. Donc voilà, le manque à gagner est important, ils ont fait leurs petits calculs, et je pense que le fait d'augmenter une population en nogi, ça doit être quelque chose qui pour eux va leur apporter énormément d'argent, parce que ne serait-ce que dans les inscriptions, à $100 minimum l'inscription à une compétition, plus on blinde les catégories et plus on a plus les licences, parce qu'il y en a qui vont prendre leur licence pour combattre. Et plus les licences, il y en a qui vont prendre effectivement des licences pour combattre. Alors qu'ils n'étaient pas licenciés avant. Donc ouais, les licences qui d'ailleurs peut-être évolueront, on en parlera à la fin, mais en tout cas voilà, ça peut peut-être avoir d'autres implications aussi sur l'organisation même de l'IBJJF en tant que telle. Donc voilà, on disait que donc des grosses têtes en parallèle, apport de licenciés et donc d'argent. Effectivement, on a fait un petit peu le tour de tout ça. T'avais quelque chose à dire je pense qu'ils veulent attirer aussi des grands noms. Et ils veulent attirer des grands noms. Il y a des grands noms en IBJJF, mais il n'y a pas les stars du nogi. Pour moi, les stars du nogi, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Gordon Ryan, Gary Tonon. Mais il a combattu en IBJJF, Gary Tonon, mais ça donne pas. Il n'a pas performé parce que justement son style n'était pas adapté à l'IBJJF, donc effectivement il n'a jamais performé véritablement. Gordon Ryan, il a dû adapter
son jeu et surtout on en avait déjà parlé lors de précédents podcasts, mais il a dû adapter son jeu et surtout se blinder au niveau du règlement pour pouvoir ne pas être disqualifié, tout en faisant, je me souviens à cette époque-là, c'était à l'époque où il avait gagné il avait fait son grand chelem avec les pannes, les wards et tout ça, il avait fait des vidéos où il expliquait justement ce qui était légal et pas légal pour dire voilà, c'était un peu un message aux arbitres en disant je sais que si vous me disqualifiez là-dessus, voilà, j'ai des armes contre vous parce que justement, il n'y aura pas d'appréciation de l'arbitre. J'ai étudié vraiment le règlement à la lettre. Donc ouais, il s'était blindé à ce niveau-là. Mais effectivement, il y a d'autres. Il y a d'autres personnes qui sont en train de sortir du lot. De toute façon, on le voit. Hein, et puis ça peut attirer, ça peut attirer vraiment pas mal de monde. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais d'ailleurs, j'ai eu un débat il n'y a pas longtemps à ce sujet-là, sur le fait d'attirer les grandes stars à l'IBJJF. Et la question qui se posait, c'était pourquoi ils viendraient. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps, justement. J'étais au bar d'un tapis, justement. On parle de Tatami Connexion, hein, des ragots des tapis. Donc j'ai eu un débat avec une ceinture noire française à ce niveau-là. Et qui me disait, est-ce que véritablement ça attirera le monde? C'est un pari. C'est-à-dire que effectivement, les gens qui tournent en nogi sur des galas comme le Quintet, comme le Kazaï, comme tous ces trucs-là, c'est des gens qui gagnent très bien leur vie. Et aujourd'hui, à l'IBJJF, à part de la reconnaissance, bah, même s'ils ont mis des primes de ranking en place, tu ne gagnes pas très bien ta vie avec ça. Tu vas gagner ta vie avec des sponsors, mais des sponsors que tu peux avoir avec les galas, dans le sens où tu as une plus grande visibilité parce que c'est filmé. Les primes, elles sont plus importantes dans les galas. Ta notoriété, elle est plus importante quand tu fais tes galas, parce que c'est ça qui va t'amener à faire des cours privés après derrière. Et aussi à faire des DVD, des trucs comme ça avec BJJ Fanatics. Donc vraiment, est-ce qu'il y a un intérêt à aller prendre le risque de faire donc plus de combats? Parce qu'il y a ça aussi. Là, on fait une digression un petit peu, mais est-ce qu'il y a l'intérêt de faire plus de combats sur un seul événement? Puisque sur une compétition, bah, tu vas faire 5, 6, 7, 8 combats Donc, et risquer de perdre. Et donc de perdre dans ta crédibilité. Alors que quand tu fais un gala, t'en fais un, tu l'as préparé, tu connais ton adversaire. Et puis c'est plus facile à gérer, quoi. Dans ton énergie, dans ta gestion de la compétition, c'est quand même un peu plus simple à gérer. Donc est-ce que ça fonctionnera? Je ne sais pas. Peut-être pas sur les grosses stars. C'est vrai que dit comme ça, ouais. Après, ils peuvent organiser des galas. Avec le règlement IBJJF maintenant, vu qu'il y a les clés de talon. Après, on peut organiser des galas avec le règlement IBJJF, effectivement. Après, on verra exactement dans le détail ce qu'ils vont dire aussi, parce que là, pour l'instant, ils ont annoncé ça comme ça, en disant à partir de la marron noire, on va mettre la clé de talon et le knee ripping. Mais il n'y avait pas que ça comme règle qui posait problème au niveau des clés de jambes. Il y avait aussi le sens de rotation. Il y avait quelques petits points de règlement aussi comme ça qui peuvent être gênants. Ouais. Moi, je pense sincèrement que je pense pas qu'ils visent les grandes stars. Quand j'étudie un peu le truc et à la lumière de cette discussion que j'ai eue avec justement cette fameuse ceinture noire, je ne pense pas qu'ils visent les grandes stars. Je pense qu'ils visent justement les jeunes qui idolâtrent ces grandes stars et qui regardent tous les DVD, qui regardent toutes les vidéos, qui ont envie de mettre en application les clés de jambes qu'ils voient dans ces vidéos et qui, eux, seront plus à même de payer des cotisations et de payer, de venir et de faire de la compétition, de faire plus de compétition grâce à ça, en se disant putain c'est beaucoup plus fun, c'est beaucoup plus cool, je vais venir et je vais faire mes clés de talon et au moins je vais pouvoir m'exprimer et faire mon jeu dans sa globalité, quoi. Ouais, c'est se mettre à jour en fait, ils se mettent à jour. Hein. Ouais. Ils suivent la tendance actuelle. Ils suivent la tendance actuelle. Un peu tard même. Mais bon, vaut mieux tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Effectivement, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est justement, est-ce qu'ils ont eu raison, est-ce qu'ils ont eu tort? Parce que, en fait, ce qu'il faut voir, c'est comment c'est perçu par le public. Bah, c'est ça, en fait. Tout à l'heure, tu parlais du fait que ça peut attirer des adhérents, etc. Et bah, ça peut être tout le contraire, en fait. Bah, très clairement, parce que moi, je vois deux visions qui s'opposent. Là, on a passé beaucoup de temps à regarder un petit peu les commentaires des gens sur les réseaux sociaux. Et suite aux différents sujets qui ont été lancés, par exemple tu sais que tu fais du jiu-jitsu brésilien quand, ce type de plateforme sur Facebook, et donc ce type de groupe plutôt. Et donc je voyais un peu deux visions qui s'opposaient. C'était ceux qui vraiment avaient hâte que ça arrive, et donc c'est arrivé. Donc là, il n'y a rien à dire.
On est même sur déjà des suppositions d'élargissement, sur le fait que ça puisse s'élargir après peut-être à terme en gi, qu'il faudrait le faire aussi en kimono, qu'il faudrait vraiment voir la chose se démocratiser au sens large du terme. Mais on verra après que dans justement, dans ce terme-là du kimono, il y a aussi deux visions qui vont s'opposer. En fait, pourquoi les gens... Enfin, surtout, sur les gens qui sont contre, il y a deux groupes qui s'opposent. Ah, moi, je suis pas pour en kimono. Bah justement, tu vois, moi je suis pour en kimono. Et justement, c'est pour ça que ça sera intéressant qu'on en débatte après. Et il y a aussi donc l'autre partie de la population qui ne disent même pas non, c'est une erreur parce que ça fonctionne très bien comme ça, mais tout de suite qui voient blessure. J'espère qu'ils ont prévu les ambulances, j'espère qu'ils ont prévu qu'il y a assez de place dans les hôpitaux, j'espère qu'il y en a qui ont un bon kiné, on a pu tout lire là-dessus. Blessure et bizarrement pas forcément sur la partie clé de talon. Ouais, sur la partie knee ripping. Mais sur la partie knee ripping. Sur le fait que la jambe soit bloquée complètement et que l'adversaire ne puisse pas tourner dans la croyance. Parce que très clairement, quand on a l'habitude de travailler les clés de talon, on sait qu'il y a toujours des sorties. D'ailleurs, je pense à... Il n'y a aucune technique qui n'a pas de sortie en fait. Bah, tant qu'elle n'est pas verrouillée à la mort, il n'y a aucune technique qui n'a pas de sortie. Après, c'est juste connaître les sorties. Et il y a même des DVD aujourd'hui qui sont sortis sur juste uniquement les défenses de soumission et en grande partie les défenses de clés de talon. On le voit, de toute façon, la Dana Air Squad, quand ils sont pris dans une clé de talon, ils ne tapent pas. Ouais. Après, on va pas se mentir, ça reste une technique dangereuse. Plus dangereuse que la grande majorité des autres techniques articulaires, des autres clés articulaires. Donc, je peux comprendre un peu le risque. Enfin, la vision des gens sur les risques. Surtout qu'on parle du genou. Quand on se blesse au genou, on sait qu'il y en a pour une longue période. Oui. On peut même ne pas revenir. Enfin, c'est compliqué. Ah, parce qu'avec la fracture du genou, il y a aussi la fracture du mental après Exactement. derrière. Donc oui, non, c'est sûr. Oui, mais je maintiens mon argument de la kimura de cheville est tout aussi dangereuse, si ce n'est plus, que la clé de talon. Oui. Oh, j'en sais quelque chose. Bah... N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il m'a arraché la cheville 3 fois. 2 fois. 3 fois. Oh, 3 fois. Il y en a une que j'avais vue, alors j'avais plus en tête. Sur la kimura de cheville. Par contre, en clé de talon, jamais. Jamais, ouais. Tu vois? Ouais. Et bien qu'on fasse du knee ripping. Oui. Après, c'est pas de ma faute s'il veut pas taper. Hein. Voilà, remettons les choses au clair. Quand quelqu'un veut pas taper, il veut pas taper. C'est comme ça. Donc effectivement, bien travailler une clé de talon et bien travailler la sortie. Et d'ailleurs, nous qui travaillons beaucoup les clés de talon, on se rend compte qu'on sort très souvent des clés de talon. Ouais. Oui, puisque finalement, comme on l'a désacralisé, on ne tape pas plus vite que prévu. En fait, souvent, sur la clé de talon, et c'est là le problème, c'est que les gens tapent avant de sentir la douleur. Parce qu'on en a peur. Oui. Dès qu'on la voit se placer, tac, on tape. Alors qu'au final, il n'y a rien. Si on n'avait peut-être pas paniqué, on aurait pu tourner, on aurait pu... Et le problème, c'est que si on tape trop tard, ça pète direct. Il n'y a pas une grande marge entre le... Oui, sauf que comme tu la travailles depuis longtemps, tu vois que quand tu sais, tu sens quand c'est pris ou pas. C'est fini, c'est trop tard. Tu le sais déjà directement. Tu le sais déjà directement. Et moi, le truc qui me fait dire qu'on est moins blessé avec une clé de talon qu'avec une kimura de cheville, c'est dans le contrôle. C'est-à-dire que quand tu attaques une clé de talon et que tu l'attaques proprement, et quand tu la maîtrises, tu l'attaques proprement, tu sais verrouiller ton adversaire et tu as le temps de lui faire comprendre que la soumission, elle est engagée. De toute façon, quand il y a une clé de talon, il y a toujours un petit eye contact. Le mec te regarde, tu le regardes en mode j'y vais ou pas, et il tape. Bref, il a tapé. Tu sais. En général, il a regardé, bref, il a tapé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu as le moyen de contrôler vraiment ton adversaire, comme la plupart des soumissions. D'ailleurs, la plupart des soumissions, on peut les contrôler avant de les mettre. On ne les met pas à l'arrache. C'est vrai, que ça soit un juji, que ça soit une guillotine, que ça soit une kimura, on peut contrôler l'action. Par contre, une kimura de cheville, c'est très compliqué de contrôler l'action. Parce qu'il y a elle induit la rotation de l'adversaire. Donc forcément, tu es obligé d'y aller très fort. Voilà. Quand tu attaques une kimura de cheville, moi, dans mon ressenti, il faut que je la mette tout de suite. À quelques exceptions près, où j'ai vraiment réussi à bloquer mon adversaire. Mais la plupart du temps, en tout cas, le début de l'action, il doit être très rapide. Mais en fait, ta propre action à toi pour la mettre, elle est en rotation. Tu as besoin de pivoter, donc la personne va tourner. Oui. C'est quasi sûr. C'est ça.
Il y a vraiment quand tu as bloqué les jambes, que tu t'es enroulé, par exemple, que tu es en passage de garde et que tu viens t'écraser sur ton adversaire pour attaquer la kimura de cheville. Bon, il y a des cas comme ça où tu peux un peu plus la contrôler. Mais la plupart du temps, ça se passe un peu à la volée, quoi. Enfin, en tout cas, ça induit une action. Il y a une action. Il va se passer quelque chose. Dès que le mec va sentir qu'on lui tient le bout de pied et qu'il va attaquer la kimura de cheville, il va commencer à tourner. Et donc là, la soumission, enfin la blessure peut arriver. On y va beaucoup plus fort. C'est ça. Donc, alors que, très clairement, sur une clé de talon, finalement, une fois que tu es arrivé, que tu t'es mis en néo, enfin, que tu as pris tes positions et tout ça, tu viens, tu mets ta clé de talon, tu peux la contrôler. Donc moi, je pense pas que qu'il y aura beaucoup plus de blessures. Après, parce qu'on parle d'un contexte d'entraînement. En compétition, ça va pas se passer comme ça. Ouais, en compétition, tu attrapes le talon, tu arraches tout. Ouais, mais c'est valable pour toutes les soumissions. Ouais, mais je te donne les risques sont pas les mêmes. Je te donne un exemple. Il y a un combat que j'ai revu, là, je sais pas pourquoi, il y a pas longtemps, je me suis mis à me remettre des combats de Kron Gracie. Ouais. Tu vois, en nogi. J'avais envie de voir ses combats en nogi. Je voulais voir parce que je sais qu'il a un style qui est très basique et tout ça. Donc je me suis dit, tiens, je vais me remettre à regarder ses combats pour l'étudier un peu. Et au final, je vois un combat à l'ADCC contre JT Torres. Tu sais. Et il y a un moment, il attaque le juji sur JT Torres, mais pas un juji classique, parce que JT Torres était en train de se relever et il a enroulé le bras de JT Torres pour mettre la pression. Et tu vois le coude. Je l'ai vu. Le coude, enfin le bras, en tout cas, il prend un angle. Je pense que derrière, il n'a pas utilisé son bras pendant quelques semaines. Donc voilà, et parce qu'on était en compétition, parce qu'il était dans une position où très clairement JT Torres aurait pu fuir, entre guillemets, et donc il a dû mettre tout de suite beaucoup de pression sur la clé. Puis de toute façon, Kron Gracie, je pense pas que ce soit un mec qui prenne des pincettes dans son style. Et comme tous les compétiteurs à ce niveau-là, de toute façon. Comme tous les compétiteurs à ce niveau-là. Et ce qui fait que je pense que très clairement qu'il a blessé JT Torres sur ce combat-là. Et c'est valable pour plein d'exemples, dans plein de soumissions différentes, tu vois. Finalement, à partir du moment où tu fais de la compétition, tu sais que tu t'exposes à une blessure potentielle. On fait en sorte que ça n'arrive pas parce qu'on est des gens intelligents et tout ça. Et puis voilà, on essaie de contrôler. On est en général, surtout quand tu arrives en marron noir, tu as un certain niveau. Mais tu as plus de chances de te faire soumettre en compétition qu'à l'entraînement. Ouais. Tu dis de te faire soumettre ou de d'être blessé, pardon. Ouais. D'être blessé, c'est normal. Donc finalement, c'est un risque qui est calculé. Enfin, je pense que sincèrement, quand les gens l'auront travaillé, l'auront démystifié, je pense que ça se passera très bien et qu'il y aura peut-être des couacs au début. Il y aura peut-être des blessures au début, je pense. Parce qu'effectivement, il y en a plein qui vont paniquer, qui vont tourner dans le mauvais sens et qui vont se faire sauter le genou. Mais je pense qu'à partir du moment où ça va se travailler et que ça va être mis en place, après ça va rouler. Il n'y a pas de raison. À la DCC, il n'y a pas de blessure. Non, pas particulièrement. Dans les galas. Pas sur des clés de talon en tout cas. Pas sur des clés de talon. Dans les galas, il n'y a pas de blessure. Non, j'en ai rarement vu en tout cas. Et les mecs qui combattent sur J'en ai même jamais vu, je crois. Après, peut-être qu'ils se blessent, mais en tout cas, il n'y a pas de jambes qui se retournent. Bah, tu vois jamais quelqu'un partir en civière. Ouais, voilà. Tu vas voir peut-être un mec boiter un petit peu, mais comme ça arrive sur une clé de genou, comme ça arrive sur une kimura de cheville, comme ça arrive, tu vois. Tiens, bah, kimura de cheville, très clairement, je crois que c'était, comment il s'appelle, qui s'est fait péter la cheville, qui a fini son combat. Mais kimura de cheville, ça arrive. Toujours les noms, avec les noms, toujours un problème. Kimura de cheville, ça arrive très souvent. Ça arrive très souvent. Merde. Mais en tout cas, vous savez de qui je parle, qui est reparti en civière après derrière, il avait la cheville complètement sortie. Je sais pas pourquoi, mais psychologiquement, les gens ont plus envie de laisser aller. T'as la cheville, je taperai pas. Ouais. Plutôt que le genou. Oui, parce que tu as cette sensation où je vais sortir. Mais attention, kimura de cheville, le genou, il peut prendre. Hein. Le genou peut prendre, bien sûr. Il suffit que la jambe elle soit tendue et c'est plus. T'as moins peur de te blesser à la cheville, psychologiquement, hein, qu'au genou. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, hein, parce que la cheville, c'est une galère de fou. Quand elle est vraiment lésée, c'est un vrai problème. Hein. Il y a beaucoup de petits os. Ah ouais, c'est une galère. Ça met du temps. Mais psychologiquement, il y a... Voilà. Je pense. Hein. Moi, en tout cas, je pensais comme ça avant. Avant de me blesser à la cheville. J'ai plus récupéré du genou. Je me suis déjà blessé au genou, au niveau des ligaments. J'ai plus récupéré au genou qu'à la cheville. Donc là, en fait, là, vous voyez, vous êtes en train de comprendre que c'est quelqu'un de fragile et que si je l'ai blessé, c'est pas forcément de ma faute. C'est parce que son hygiène de vie est déplorable. Donc
Donc oui, non, mais je suis d'accord. Effectivement, la cheville, ça peut être très très long. Ça peut être très très long. Et le genou, bah effectivement, une fois que tu t'es fait opérer, si les ligaments ont été arrachés, parce que finalement, et encore quand j'ai arraché, rompu, parce que si c'est arraché, tu peux juste avoir une récupération classique. Voilà, c'est pas non plus, ça nécessite pas forcément une opération. C'est vraiment quand tu as une rupture des ligaments où là, mais ça reste quand même super rare. Ça reste rare. En tout cas, si on voit à l'expérience sur les clés de talon, sur les événements où il y a des clés de talon, je vois pas de personnes qui partent pendant 6 mois. C'est vrai. Et quand on voit Gordon Ryan qui s'est blessé sur un combat de gala au genou, c'était pas sur les clés de talon, c'est quand il a chargé son adversaire, finalement. Donc bon, c'est pas. Je pense pas qu'il y aura autant de blessures que ça. Donc ceux qui ont peur de la blessure, je pense que vous êtes entre guillemets dans l'erreur. Me criez pas dessus, m'insultez pas. Quand je dis dans l'erreur, c'est parce que je pense qu'il faut laisser le temps que les choses se fassent et qu'il faut aussi que les gens apprennent à la travailler. Je pense que c'est comme tout. Rappelez-vous comment vous étiez à votre début de pratique du jiu-jitsu brésilien. Tout vous faisait peur. Combien j'ai de personnes, moi, qui tapent dans les débutants avant la soumission parce qu'ils ont peur de se blesser. Dès qu'on te tire un peu le bras... Voilà, c'est ça. Et plus on avance dans notre pratique, et plus notre seuil de tolérance, et plus on sait en plus jusqu'où on peut aller avant de taper. On sait que, bon, là c'est bon, ça y est, là je peux plus sortir. Mais avant ça, pas de problème. Et je pense que ça sera pareil sur la clé de talon. Donc voilà, et quand on parle d'évolution vers le gi, là moi j'ai vu deux choses qui s'opposaient encore sur les gens qui étaient détracteurs au fait de se mettre la clé de talon au gi. Ça serait elle est trop facile à défendre. Moi j'ai vu les deux. Trop facile à défendre. Et elle est impossible à sortir une fois qu'on est verrouillé. Ben, on a vu la même chose, visiblement. Donc les deux se tiennent. Les deux se tiennent, trop facile à défendre, oui, si tu viens saisir le kimono et tout ça, mais alors dans ce cas-là, en fait, finalement, pour moi, si c'est trop facile à défendre, il n'y a pas de débat, tu peux la mettre. Oui. Mais non, pour moi, elle n'est pas trop facile à défendre. Pour moi, c'est plus l'inverse. Et pourquoi? C'est ça la question que je me pose. Pourquoi? Le mec est verrouillé autour de ta jambe, tu veux retirer ta jambe de un petit centimètre, tu vois. Juste retirer, j'ai pas dit tourner. Reculer un peu. La friction du pantalon, ça va être une galère. L'accroche va être beaucoup plus solide. Oui. Tu reculeras pas. Tu n'arriveras pas à retirer ta jambe. Ouais, mais au niveau de la rotation, ça change pas grand-chose. Tu peux tourner. C'est valable pour toutes les soumissions. Oui, c'est valable pour toutes les soumissions. C'est plus facile de sortir d'une soumission en gi qu'en gi. Bon. Après, tu as des armes supplémentaires, et c'est là où je vais rejoindre les gens qui parlent de trop facile à défendre. Je dirais pas trop facile à défendre parce qu'il faut quand même savoir. Dans ce cas-là, n'importe quelle soumission est trop facile à défendre en kimono parce qu'il suffit juste de tenir la veste. Tu vois? Non, il faut savoir le faire correctement. Et puis après, derrière, tenir, c'est bien, tu gagnes du temps. Mais après, derrière, il faut savoir sortir. Moi, je pense qu'il n'y a pas de trop facile ou pas facile. Je pense que ce sera juste des sorties différentes. Ouais. Après, comme les attaques seront différentes. Pour moi, c'est pas ça qui fait que je suis contre trop facile, pas facile. Ah bah si. C'est pas ça. Sors-moi ta science. Pour moi, c'est que ça va complètement changer le jeu du kimono. Il y a plein de choses qu'on verra plus. Oui, mais j'ai pas envie. À mon sens, c'est le cas aussi en no-gi. Je pense pas. Ça change pas grand-chose en no-gi. Finalement. Je suis pas d'accord, le jeu il est complètement différent. Quand tu as les clés de talon et tout ça, tu travailles beaucoup plus en butterfly. Par exemple, tu travailles beaucoup, tu es beaucoup moins serein sur tes jambes quand tu es en demi-garde. Tu vas être en demi-butterfly, tu vas être en butterfly, ton jeu il est différent. Moi je vois depuis qu'on travaille la clé de talon, mon jeu il a changé. Mon jeu il a changé, ouais. Ouais, moi aussi, mais il n'a pas changé du tout au tout. Mais ça sera le cas aussi en kimono, il ne changera pas du tout au tout. Ah, je pense pas. Je pense qu'il y a plein de choses que tu peux faire, plein de gardes que tu peux plus faire. Comme quoi? Je te pousse dans tes retranchements. Je fais pas de kimono. non, quand je dis je fais pas de kimono, c'est... je fais du kimono, mais je fais essentiellement du grappling. Ouais. Et je prends des positions où je vois des gardes, je connais même pas les noms en fait. Mais oui. Je vois le style de jeu de kimono. Tu donnes tes jambes, les mecs donnent leurs jambes assez facilement. Tu vois. Quand je tourne en kimono, je mets des clés de cheville assez facilement à des mecs qui sont meilleurs que moi techniquement. Tu vois.
À partir Parce de que quel... dans leur jeu... Attends, des jeux des gens qui sont en quelle ceinture? Violette. Jusqu'à la violette? Ouais, jusqu'à la violette. Ben, c'est normal. C'est normal parce que jusqu'à la violette, malheureusement, et ça c'est un problème que je reproche, voilà, c'est que personne ne travaille les clés de cheville véritablement jusqu'à la violette. Et moi je le vois à l'entraînement, il y en a plein, justement quand ils arrivent en fin de violette, qui commencent un peu à se dire putain il faudrait que je m'y mette, parce que, ou en début de marron, parce que ça y est maintenant, surtout chez les compétiteurs, bah ouais, le jeu il a changé. Et ça c'est une erreur pour moi dans le jiu-jitsu brésilien, dans beaucoup de clubs de jiu-jitsu brésilien, c'est qu'on ne travaille pas les clés de jambes assez tôt. Donc, ça, c'est une grosse erreur. Donc, ce qui fait que les gens construisent, et c'est l'erreur, elle est justement que les gens construisent un jeu sans avoir conscience de ce danger là. De la clé de talon, de la clé de cheville. Ouais. Mais de la clé de cheville ou de la clé de jambe au sens large du terme. Il y a la clé de cheville dans l'axe, non? Il y a la clé de cheville dans l'axe, oui. La clé de cheville dans l'axe, encore, tu vois, ça peut encore être encore facile à défendre, entre guillemets. Et encore, tu sais quoi? Très clairement, il y en a peu qui l'utilisent. En fait, dans l'inconscient collectif, avant la ceinture marron, il n'y a pas de clé de jambe. Alors qu'il y a cette clé de jambe dans l'axe, tu vois. Ça commence à venir. En fait, je pense aussi qu'il y a eu cette idée de mettre on parlait des pourquoi, il y a aussi une idée là qui me vient en tête et que j'avais pensé, c'est qu'il y a de plus en plus de gens, même en kimono, qui utilisent la clé de jambe. Musumeshi, par exemple, qui fait une finale, je ne sais plus quel événement, où il gagne en quelques dizaines de secondes sur une clé de cheville. Il y a tout un jeu là qui commence à se construire sur la clé de cheville. Et je vais te dire que Musumeshi, de la manière dont il a mis sa clé de cheville, le mec, il avait aucun moyen de sortir. Et pourtant, c'était une clé de cheville dans l'axe. Mais elle est redoutable, la clé de cheville dans l'axe. La clé de cheville dans l'axe, elle est redoutable. Tu prends l'estimaloc, elle est redoutable. L'estimaloc, tu peux véritablement te blesser. Ouais. Et elle est légale. Et elle est en kimono. C'est vrai que l'estimaloc, je l'ai pris une fois. Quand tu la prends bien, par quelqu'un qui la maîtrise, c'est compliqué. Hein. Donc, pour moi, il n'y a pas de débat. Je pense que quelqu'un qui s'entraîne à défendre, enfin qui travaille son jiu-jitsu brésilien dans l'objectif de ne pas prendre de clé de jambe au sens large du terme, son jeu va déjà changer. Tu prends une spider guard, tu n'attaques pas de clé de talon. Non. Je vais te dire, quand le mec il tient les manches et qu'il a les pieds sur les biceps, tu n'as pas de clé de talon. Tu prends une garde lasso, il n'y a pas de clé de talon. Une garde lasso, une fois qu'il a enroulé ton bras, c'est pareil, tu vois. Il a ta manche et il a ton bras. Bah, pour attaquer la clé de talon, c'est compliqué. Après, il reste quoi comme garde? Après, c'est les gardes classiques. C'est pas dans Non, je me suis mal exprimé. C'est dans les transitions, tu vois, les passages dans le dos, berimbolo, etc. Oui. Là, mais tu peux prendre une kimura de cheville. Tu peux prendre une kimura de cheville. C'est ce qu'on disait, elle fait moins peur. Elle fait moins peur. Ouais, mais alors là, on rentre dans ce qu'on disait sur l'inconscient collectif de la peur de la clé de talon. Mais si tu travailles la clé de talon, en fait, finalement, ton jeu, moi, je suis pas sûr qu'il change foncièrement. Je pense qu'il y a des gens qui auront un jeu qui sera différent, bien sûr, parce qu'ils travailleront dans l'objectif de mettre des clés de talon ou de mettre des clés de jambe. Et comme il y aura plus de liberté, bah, ils seront un peu plus émancipés de tout ça et donc ils vont pouvoir se libérer un petit peu plus sur le jeu. Mais à mon sens, je vois pas où est le danger supplémentaire de le faire en kimono. Comme je te dis, je pense que c'est pas que ça sera plus dur de défendre, ça sera différent. Parce que tu auras d'autres saisies, parce que tu auras d'autres accroches. Et on fait un style, on fait une discipline qui évolue année après année. Le jiu-jitsu d'il y a 10 ans, c'est pas le même que celui d'aujourd'hui. Il y a des gardes supplémentaires qui se sont créés, il y a plein de choses qui se sont faites. Est-ce que à l'époque, il y avait la clé de talon en kimono? Au tout début du... Je sais pas. Je ne vais pas dire de bêtises. S'il y a des historiens parmi vous, n'hésitez pas à nous le dire. Mais je sais pas, je ne pense pas. Justement, donc on n'a pas de visibilité pour savoir. En fait, on est sur des croyances, encore une fois. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il va y avoir plus de blessures? Est-ce que ça sera dur de sortir? Tout ça, on ne sait pas. Il n'y a que ceux qui la travaillent en club qui peuvent le dire. J'ai rarement vu quelqu'un le faire en kimono. Mais parce que faut que tout le monde soit dans la collaboration. C'est-à-dire que moi, par exemple, travailler la clé de talon en kimono, ça ne me dérangerait pas. Mais il faut trouver des partenaires qui l'acceptent. Après, tu sais, on va prendre le cas de la lutte à livrer. La lutte à livrer, ils peuvent s'entraîner avec un bas de kimono la plupart du temps. Enfin, ça se fait beaucoup en short maintenant, mais ça peut être avec un bas de kimono. Et pourtant, ils travaillent les clés de talon. Et ton argument de le tissu contre tissu, ça glisse pas, bah eux ils s'en tamponnent un peu. C'est eux qu'il faudrait demander en fait. Oui, s'il y en a qui travaillent en bas de kim et qui font des clés de talon, de la lutte à livrer, n'hésitez pas en commentaire à nous mettre un petit message pour nous dire vous votre ressenti et savoir justement si
potentiellement, ça serait dangereux de le mettre en kimono. Puis après, tu sais, on va être très pragmatique. L'autoriser ne veut pas dire l'utiliser. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas l'habitude de l'utiliser et qui ne veulent pas l'utiliser et que c'est pas dans leur jeu, ils vont pas le faire. Tu vois? Ça, c'est une erreur aussi de penser que parce que la clé de talon va être autorisée, du jour au lendemain, tu vas avoir des clés de talon dans tous les sens. Non, non, bah, de toute façon, je pense même qu'on est passé sur une autre ère, là. On en voit beaucoup moins. Hein. Ça s'essouffle. C'est pas ça s'essouffle un petit peu, mais ça y est, c'est rentré dans l'inconscient collectif. On la voit un peu moins quand même que par un moment. À un moment, c'était clé de talon. Oui. Tout le monde faisait des clés de talon. Et la raison, elle est très simple. Les gens ont appris à les défendre. Voilà. En fait, c'est tout bonnement ça. À partir du moment où les mecs sont arrivés, la dernière squad ou le Tense Planet, ils sont arrivés avec leur jeu de clé de talon et que personne ne les avait vus à part eux, bah forcément c'était facile pour eux de les mettre parce que les mecs, bah dès que justement, on voyait cette panique au début. Hop, hop, hop. Tu voyais les mecs, ils étaient tout de suite dans la panique. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont appris à les gérer, qui ne donnent plus leurs jambes aussi. C'est-à-dire que même sorti de... Tu sais, quand tu disais, je suis pas d'accord, le jeu, il évolue pas trop en Ogi, sorti de défendre la clé de talon, les gens ne la donnent plus. Tu sais, c'est tout bête. Moi, j'aime bien naviguer dans différents clubs. Il y a des clubs où je vais l'attaquer, je vais mettre des clés de talon dans tous les sens. Et il y a des clubs où je vais pas en avoir une. Pourquoi? Je te le demande. Eh ben, je te le demande aussi. J'ai pas de solution. Non, mais tout simplement parce qu'il y en a qui ont l'habitude de la travailler. Quand tu vas dans un club où très clairement ils ont ça dans leur panel de technique, bah forcément c'est déjà plus compliqué de les mettre. Par contre, quand tu vas dans un club où ils n'ont jamais vu une clé de jambe de leur vie, bah déjà ils voient pas le danger arriver. Et une fois que le danger est là, même souvent le danger. Bien sûr. C'est eux qui te la donnent. Bien sûr. Et moi, combien de personnes avec qui j'ai tourné m'a dit putain, ah là là, il faut que je change mon jeu. C'est très dur de changer quand on sait pas quand on l'a jamais travaillé en fait. Mais c'est ça. Il faut que je tourne. C'est vrai que j'ai déjà tourné avec des personnes. Tu vas sur un sparring, tu vas leur mettre 6 fois la même clé de cheville avec la même entrée, tout pareil. Ouais. Mais pourtant, ils vont le refaire. Et tu peux tourner tout le cours avec eux, ils vont faire la même entrée à chaque fois. Mais parce que justement, ils ont imprimé la mémoire, on parle de la mémoire musculaire, hein, la mémoire aussi de la technique, ils ont imprimé que leur jeu c'était ça, que leur entrée c'était ça. Et même nous, hein, ça nous est arrivé. Bien sûr, ah mais complètement. Et je vais même vous dire même mieux, putain, parce que moi, pardon pour le putain, je travaille les clés de talon et ça m'est arrivé là récemment de tourner avec un mec qui les maîtrisait à la perfection. Et bah, je me suis fait piéger 2 ou 3 fois en attaque et 2 ou 3 fois en défense. En étant en défense de garde et en attaque de garde. Parce qu'on faisait un jeu justement d'attaque-défense. Et je me suis fait piéger par ce même mec-là. Je me suis enfermé dans sa clé de talon plein de fois. Alors que je savais exactement comment il allait rentrer. Je savais comment défendre, mais il l'a bien verrouillé. Son jeu, il était propre, il avait des belles transitions, parce qu'il y avait ça aussi, c'est-à-dire que je sortais de la première, il faisait une transition sur une autre. C'est ça le jeu de clé de jambe, en fait. C'est ça le jeu de clé de jambe, on est d'accord. Et donc, je me suis fait piéger sur le premier sparring. Après, sur le deuxième sparring, j'étais beaucoup plus prudent, il m'en a pas mis, parce que justement, j'ai remis mes compteurs à zéro, je me suis dit, attends, voilà, on va essayer de plus rentrer dans son jeu. Mais sur le premier exercice, en fait, la différence, c'est que sur le premier exercice, c'était un attaque défense de garde et sur le deuxième, c'était un sparring classique. Sur l'attaque défense de garde, en fait, tu es pris sur le fait de vouloir passer la garde dans le temps à partie et donc tu te précipites un petit peu. Et quand tu défends, c'est pareil, t'es pas dans la gestion comme sur un sparring classique. Donc je me suis fait piéger, sur le sparring classique, je me suis pas fait piéger. Mais donc voilà, je sais pas pourquoi je parlais de ça. Je sais pas du tout. Mais c'est pour dire que... T'avais envie de nous raconter que tu t'étais fait fumer, écoute. C'est bien. Ça peut arriver à tout le monde. Bah non, parce qu'on disait, non, parce que tu parlais justement du mec que tu as attaqué 3 fois, 4 fois dans le même sparring. Oui, et sur la même entrée. En fait, tu peux pas réajuster sur un sparring. En fait, c'est ça le truc que je voulais dire. Même sur tout un cours. Même sur tout un cours, tu peux pas réajuster. Les gens qui n'ont pas vu les clés de jambes, c'est compliqué pour eux. Ils font même tout ce qu'il faudrait pas faire, ils le font en fait. C'est ça. Et non, mais ce que je voulais dire par là, c'est-à-dire que le réajustement, il se fait pas du jour au lendemain. Non, c'est sûr, il y a un vrai travail à faire. Et c'est pour ça que quand j'entends des mecs avec qui je tourne, qui en fin de sparring disent oh là là, il faut que je change ça dans mon jeu parce que maintenant, et c'est souvent, je vais passer marron. Et donc, il faut que je change ça dans mon jeu parce que... Ça va être tard, c'est un peu tard. Enfin, c'est faisable, hein, ils vont le faire. C'est faisable, mais ça se fera pas du jour au lendemain. Bah non. Et surtout, c'est bien beau de se le dire à la fin du sparring. Mais il faut le faire. Mais il faut le faire.
Parce que si tu n'as qu'une personne qui attaque les clés de jambe, mais que derrière, les autres ne l'attaquent pas, ben finalement, après, tu te dis, waouh, bon, tu sais, tu n'y penses plus. Et donc, tu restes dans ton jeu habituel. Et quand on a notre jeu déjà établi, quand on est ceinture marron, c'est qu'on a quand même pas mal de pratique, c'est compliqué de changer quelque chose comme ça. Bah, disons qu'il va falloir que tu te mettes des thèmes pendant longtemps. C'est une grosse remise en question. Ouais, il va falloir que tu te mettes des thèmes pendant longtemps et que tu aies aussi la volonté d'accepter de te faire soumettre. Parce que c'est ça, il y en a beaucoup qui parlaient de ça. Là, on sort un peu du sujet, mais sur le fait de se mettre des thèmes et d'accepter, même si on est gradé, de se faire soumettre par exemple par un moins gradé parce qu'on est dans un thème. Peu sont susceptibles de le faire. Ouais. T'as l'orgueil qui prend le dessus. Alors que c'est une stupidité, parce que quand tu es à l'entraînement, c'est là que tu peux te permettre de taper, et c'est là que tu peux te permettre de te mettre en danger. Et normalement, si tu es à l'aise avec tes partenaires d'entraînement, ils ne sont pas censés normalement te juger. Si la relation est saine, il n'y a pas de... Voilà, c'est ça. Surtout quand le mec, tu sais que tu le fumes tout le temps, et que là, exceptionnellement, le mec, il va te fumer, mais qui voit que tu travailles toujours dans le même sens, enfin, tu vois, que tu fais toujours les mêmes trucs. Bon, normalement, il a l'intelligence pour se dire, bon, on voit qu'il travaille quelque chose. Donc voilà, mais oui, donc pour moi, très clairement, la mettre en kimono, moi je vois pas où est le frein potentiel. Puisque jusqu'à maintenant, on avait les mêmes droits en gi et en no-gi. Il n'y avait pas de technique supplémentaire en no-gi. En IBJJF, non. Oui, puisqu'on reste dans le cadre IBJJF, hein. On reste puisque c'est là qu'il y a ce fameux coup de tonnerre. Donc, non. Il n'y avait pas de différence dans les techniques. Donc, dans les compètes un peu plus ouvertes, genre Naga, etc., il y a du kimono aussi au Naga. Il n'y a pas la clé de talon en kimono. Non. Non. Non, mais je suis pas sûr que ça soit une volonté de se dire c'est plus dangereux ou quoi que ce soit. Je pense que c'est une volonté d'attirer des gens qui tournent en kimono. Je pense que s'ils avaient mis la clé de talon là, très clairement, s'ils avaient mis la clé de talon en kimono. Mais en fait, je te dis ça, mais c'est ni valable au Polaris, ni valable nulle part. En fait, dès qu'il y a le kimono, il n'y a pas de clé de talon. Nulle part. Donc pourquoi? C'est ça la vraie question. Parce que là, pour le coup, ça serait une vraie révolution. Là c'est pas une révolution. Ils se sont juste mis à jour par rapport à ce qui se fait finalement partout. C'était les derniers finalement à pas faire la clé de talon en no-gi. Ouais. Alors qu'en Kim, c'est vraiment les derniers, oui et non, parce que si on parle nous sur le sol français, il restera après est-ce qu'il y aura ajustement, mais la FFL. Ouais. La FFL qui est soumise au règlement et qui s'adapte, enfin qui est de plus en plus collée au règlement UWW. Est-ce que en fait, moi je pense que la FFL ne mettra pas les clés de talon si en UWW il n'y a pas. Oui, c'est ça. Là, non, mais c'est ce que je dis. Logique. C'est ce que je dis. C'est donc il faudrait que l'UWW s'adapte et voilà, ça sera à eux de s'adapter. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi eux ne les mettaient pas, hein, parce que très clairement, on est sur du grappling. Je vois pas pourquoi il n'y aurait pas de clé de talon sur l'UWW, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais bon, après peut-être qu'ils s'adapteront là, justement, peut-être que ça sera un appui pour eux. Ouais. Donc voilà, mais je pense que Naga, je pense très clairement que c'est parce qu'ils avaient peur de ne pas pouvoir attirer du monde. Moi, je pense que c'est ça, hein, et depuis toujours, c'est ce que je me dis. Après Naga, contrairement à l'IBJJF, c'est l'inverse. Naga est plus grappling. Quand je parle de Naga, je parle de grappling pour moi. Bien sûr. Le Kim, il passe après. IBJJF, c'est l'inverse. Mais c'est justement ça, c'est-à-dire que jusqu'à là, c'est comme si, tu vois, là, on mettait la clé de talon pour le no-gi, pour attirer des gens au no-gi, et que de l'autre côté, ils retiraient la clé de talon dans le gi pour attirer des gens en gi. Tu vois? C'est un peu cette logique-là, et je pense que c'est le serpent qui se mord la queue. Je pense qu'il faut je pense qu'il faut autoriser les morsures à la gorge, et puis voilà, c'est tout. Non, mais voilà, non, mais après, faut tester. Qui sera le premier à tester? C'est ça le truc. Ouais, bah l'IBJJF, je pense pas. L'IBJJF, je pense pas. Le Naga, je pense pas. Le risque est trop gros de prendre. Je pense que personne. Et je pense que notre pouvoir de nuisance est trop faible pour pouvoir. Ça, c'est sûr. Non, mais là, c'est vrai qu'ils se permettent d'autoriser la clé de talon parce qu'ils ont aussi le recul de voir que finalement, il n'y a pas forcément de blessure. Ça donne du jeu, ça donne des soumissions. Visuellement, ça va donner plus de soumissions, à mon avis. Bien sûr. Donc, pour le public, c'est plaisant à voir. Hein. Moi, j'aime bien voir. Je sais que quand il y a les clés de jambes, c'est beaucoup plus ouvert. Ah bah oui, mais de toute façon, ça crée du jeu. Ça crée du jeu parce que c'est comme la guillotine. Tu vois, par exemple, la guillotine, ce n'est pas qu'une soumission. La guillotine peut permettre de faire un passage de garde.
La guillotine peut permettre de faire un renversement. Mais la clé de jambe, c'est un peu la même chose. Clé de jambe, mais encore plus clé de talon. C'est-à-dire que ça peut permettre de renverser, de sortir d'une situation délicate, parce que des fois, tu es dans une garde un peu chelou et tout ça, tu vas attaquer la jambe, et puis le mec, il va... D'ailleurs, on en parle, hein, t'es passeur ou t'attaques. Il y a eu beaucoup de trucs comme ça. Est-ce que tu passes ou est-ce que tu attaques la clé de jambe? Tu peux te poser la question. Ouais. Donc effectivement, ça te donne une arborescence un peu plus vaste, quoi. Ça enrichit le jeu de tout le monde, et donc ça enrichit le jeu visuel, et donc ça donne un peu plus d'intérêt à la discipline. Un autre truc aussi qu'on n'a pas dit, les clés de talon, elles sont autorisées en MMA et elles sont autorisées en pancrace. Depuis toujours. Elles n'ont jamais été interdites. Et elles sont beaucoup attaquées. Mais il n'y a pas eu forcément de blessures. Oh, je trouve pas qu'elles soient énormément attaquées en MMA. Hein. En MMA, alors, en MMA, elle commence. En MMA, elle commence à venir. C'est mais par contre, en pancrace, je les ai beaucoup vus. En pancrace, oui. Chez Hatch, par exemple, il y a eu beaucoup de tentatives de clés de talon. En fait, les clés de jambe, elles sont assez rares quand même en MMA, du fait qu'il y ait les frappes. Ouais. Plutôt que de venir saisir la tête quand on vient en coup de poing marteau. Oui, bien sûr. C'est beaucoup plus compliqué de se concentrer sur son placement pour attaquer la jambe. Et après, si ça rate, on se retrouve en dessous, etc. Avec les frappes, c'est compliqué. En pancrace, ça se tente. Ça se tente beaucoup plus facilement. Ça se tente plus facilement et j'en ai vu beaucoup plus chez Hatch sur les 100% Fight et tout ça, j'en ai vu régulièrement. Ouais. Par contre, en MMA, là maintenant que... En fait, ça se tentait pas parce que les gens ne la maîtrisaient pas. Maintenant que ça se maîtrise un petit peu plus, ça commence à démocratiser parce que tu regardes le combat qu'il y a eu, ne serait-ce que là ce week-end, entre Jessica Andrade et Chucky Kagan. Ouais. Il y a eu un moment où elle est... Choukagan, non. La chouquette. Ouais. Chouki qui gagne. Chouki qui gagne, mais qui a perdu. D'ailleurs, qui a perdu sur blessure, je crois. Mais bon, c'est un autre débat. Même si. C'est fait laminer la côte, je crois. C'est la côte, tu penses? Ouais. Parce que moi, je croyais que c'est sur son crochet, son coude non, ou son épaule, elle avait. Ah non. Ah ouais, c'est sur un coup au corps, elle est pliée. Et après, elle reprend un deuxième coup au corps et là, elle tombe. Ouais, d'accord. Ouais, bah, ça n'a pas l'air d'être le foie. Je sais pas, j'avais l'impression qu'elle tenait le bras. Mais bon, bref. Non, on se tient le ventre. Passons. En tout cas, avant ça, elle dominait le combat et il y a un moment où il y a une phase au sol et justement, elle est de chez Danaher. Ah ouais? Oui. Mais tu vois, je savais pas c'était qui en fait. J'ai vu qu'elle était classée numéro 1. Je suis pas trop c'est des catégories féminines, mais bien sûr, le sexisme. Donc... Ouh, le misogyne. Non, mais elle, je la suis tout simplement. En fait, j'ai découvert parce que quand tu suis un peu la Danaher Squad, tu vois qu'elle est très proche d'eux. Et en plus, tu sais, je regarde beaucoup les vidéos de Long Island MMA, le mec en lutte là. Ouais. Et c'est sa femme. Ok. Donc, je connais un peu toute sa vie. Je l'ai un peu espionné. Non, mais pour dire que, en tout cas, j'ai regardé son combat parce que justement, comme je sais qu'elle travaille beaucoup son sol, j'ai regardé, je me suis dit c'est intéressant. C'était super intéressant. Il y a un moment, elle s'est sortie d'une situation vachement délicate grâce à une clé de talon. Ouais. Au tout début, et Jessica Andrade a fui, et justement, au contraire, plutôt que de venir et d'en profiter pour, par exemple, comme tu dis, mettre un grand endpoint, non, elle a préféré s'échapper parce qu'elle a dû sentir le danger. Donc c'est une arme à ne pas négliger, et franchement, quand tu regardes, pour en revenir à ce que je voulais dire à la base, il n'y a pas vraiment de blessure. Non. Donc en fait, quand on regarde, finalement... Il n'y a que Toquinho qui blessait les gens. Et Toquinho, il aurait blessé des gens sur des Kimura, il aurait blessé des gens sur des clés de nuque, il aurait blessé des gens sur n'importe quoi. Sur une saisie de poignet. Sur une saisie de poignet, il peut te casser un avant-bras. Donc le mec, ce qui blessait les gens, c'est pas la clé de talon, c'était le fait qu'il la lâchait pas et surtout qu'il continuait 5 secondes, 10 secondes après que le mec ait tapé. Ouais. C'était ça qui blessait les gens. C'est pas la clé de talon, c'est Toquinho. Donc ouais, non, c'est le contre-exemple. C'est le contre-exemple. Je suis sur enquête exclusive. Pourquoi faut-il interdire la clé de talon? Alors, tu vois qu'il y a des images de lui qui pète des jambes. Donc forcément, oui, c'est le mauvais exemple. Mais tu regardes contre Gary Tonon, par exemple, sur le Métamoris, tu peux pas il en a pas mis une. Non. Il en a pas mis une. Donc, exemple encore que si tu sais la travailler et que tu sais en sortir... Et je pense pas que c'est parce qu'il est plus souple qu'un autre. C'est juste qu'il sait sortir. C'est juste ça. Il a la technique pour sortir. Ouais. Donc voilà, messieurs, travaillez vos sorties de soumission. C'est bien beau de travailler les soumissions, mais travaillez les sorties de soumission. Il ne faut pas travailler avec les sorties de position. Eh oui, c'est ça. Si vous ne voulez pas vous faire soumettre, il faut travailler les sorties. Donc voilà. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que si on fait, j'ai pas les chiffres, mais comme ça de visu, si on regarde les événements où elles sont autorisées, bon, force est de constater que les blessures restent très minoritaires, même voire presque inexistantes. Oui.
De tous les galas que j'ai vus où c'était autorisé, j'ai pas vu de blessure. Oui, parce que même sur les trucs en Subonly, même en France. Même en France. Même en France. Après, en France, elle est très peu utilisée. Je me souviens de... Si, elle est très peu utilisée, mais tu as Sofiane Boukezer qui l'avait utilisée contre Mimoun Arbaoui. Mimoun Arbaoui, pour le coup, il y a eu une blessure parce qu'il n'a pas voulu taper. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas la clé de talon qui a fait, c'est que le mec aussi, il a serré les dents, il n'a pas voulu taper. Et en plus, il a gagné derrière. Et il y a Nicolas Filipponi qui l'a fait contre Mimoun Arbaoui, encore. Mais il n'a pas réussi à la mettre, la Mimoun est sortie à chaque fois, mais sur le dernier, il a attaqué beaucoup de clés de talon. Parce que Nicolas Filipponi, par exemple, c'est un grand spécialiste de la clé de talon. Mais je crois même qu'il avait soumis... Il y avait un gala... je sais plus le nom du gala. Où il avait soumis ses 3 adversaires par clé de talon. Nicolas Filipponi. Oui, mais même en MMA, en fait, c'est quand il a commencé à attaquer la clé de talon que son niveau, il a pris un gap énormément. Énorme. Énormément. Ouais. Donc ouais, non, il a pris un sacré gap à ce niveau-là. Donc vous voyez comme quoi, des fois, juste le fait de légaliser ou d'autoriser quelque chose ou de se mettre dans un truc, ça peut permettre aussi de faire émerger des nouvelles têtes. Mais je pense que d'ailleurs, ça va rebattre les cartes. Hein. C'est ça que j'allais te dire. Est-ce que tu penses que ça va complètement changer le visage actuel du Nogi à l'IBJJF? Et ma réponse est oui. Et je ne mettrai pas d'argument derrière ce oui. Non, mais bien sûr, parce que forcément, ça va attirer, comme on disait, de nouvelles têtes. Donc forcément, il y a des gens qui sont très forts à l'extérieur qui vont débarquer sur le circuit. Et s'ils sont très forts à l'extérieur, il n'y a pas de raison qu'ils ne fassent pas de résultats sur le circuit BJJF. Et puis surtout, il y a des gens qui vont sentir une vraie sensibilité pour la clé de talon et qui vont très bien bosser là-dessus et qui vont devenir très forts grâce à ça. Je pense à, par exemple, aussi Tex Johnson, là. Ouais. Tu vois, mec, lui, qui pète batte de baseball. Là. Qui pète des battes de baseball en clé de jambe, en position de clé de jambe. Lui, très clairement, tu mets les clés de talon à l'IBJJF, je pense que son nom, il va monter. Je pense que s'il fait les compétitions, et je crois qu'il fait les compétitions IBJJF, parce que je l'ai vu même en faire en kimono, il va monter. Forcément, il va être mieux classé. Et quand tu vois, c'est tout bête, hein, mais quand tu vois qu'à l'ADCC, il y a eu, comment il s'appelle, Kenan Duhart, Patrick Gaudio, et le troisième, c'est, je sais plus. Bref, j'ai un trou de mémoire, encore une fois, sur le nom, mais j'ai le visage en tête, le métis là. Tu vois de qui je parle? À l'Absolute ADCC. Qui se sont fait prendre 3 clés de talon par la Clan Giles. Kenan... Non, j'ai plus le troisième. Bref, pas grave. Vous l'avez. En tout cas, voilà, tu vois que très clairement, s'il n'y avait pas eu la clé de talon, ils n'auraient jamais perdu. Non. Surtout pas contre la Clan Giles, qui est plus léger et tout ça. Mais le fait de pouvoir avoir cette arme-là, ça lui a permis de passer 3 niveaux. En tout cas, contre des monstres. Contre des monstres qui, ne serait-ce que Kenan Duhart, il a gagné sa KT, quoi. Donc voilà. Et après, il s'est fait stopper par qui? Par Gordon Ryan, qui lui maîtrise la clé de talon. Ouais. Tu vois, c'est encore une fois, on en revient toujours au même truc, mais c'est le cas. Bon, après, même si Gordon Ryan est un mec à part et tout ça, mais force est de constater que lui, tu lui mets pas une clé de talon comme ça parce qu'il connaît les sorties. Très clairement, parce qu'il a été assidu sur son travail, sur les sorties de clé de talon. Donc, il connaît le système par cœur. Il connaît le système par cœur. Donc vraiment, je pense que ça va rebattre les cartes, moi. Vraiment. Ouais. On verra. On verra. Après, tout dépend si elles sont utilisées ou pas. On verra, parce que les champions actuels, maintenant qu'ils ont entendu ça, ils vont la travailler. Il la travaille déjà, je pense. Je pense qu'à ce niveau-là, il travaille déjà. Ah bah déjà, avant le dernier ADCC, tu as vu justement pas mal de têtes qui sont allées chez Danaher. Ouais. Donc oui, ils continuent à travailler. Mais je pense que d'ailleurs, ils ont senti eux aussi le vent tourner et que c'est pour ça qu'ils ont commencé à la travailler en parallèle. Donc ouais, je pense que... Donc je suis pas forcément sûr que ça changera grand-chose. Ah, mais la travailler quand t'es pas fait pour... C'est ça que je veux dire. Après, il y a aussi un truc, tu vois, moi, un argument que j'entends beaucoup sur les détracteurs de clés de jambe, en tant que tel. Les gens qui n'aiment pas les clés de jambe disent justement ouais, mais la clé de jambe, c'est trop facile. N'importe qui peut soumettre n'importe qui en clé de jambe. C'est vrai.
N'importe qui peut soumettre n'importe qui tout court. Une soumission, tu peux en prendre une dans tous les sens. Une guillotine. Voilà. Maintenant, c'est vrai que la clé de jambe, le truc, c'est pourquoi c'est plus facile, parce que quand tu attaques la clé de jambe, tu es plus loin des zones de défense. Tu vois, parce que tu défends avec tes bras, tu défends avec, tu vois. Donc, tu es plus loin. Le temps que tu arrives, le mec peut te surprendre plus facilement. Mais justement, je suis pas sûr que ce soit plus facile. Hein. C'est plus facile si la personne en face, ça sait pas comment défendre. Oui, non, mais on est d'accord. C'est comme pour toutes les soumissions. Mais justement, les mecs, en fait, leur défense, c'était de se dire, je ne veux pas faire de clé de jambe. Je suis d'accord sur le fait que ça soit illégal et qu'on restreigne de plus en plus la clé de jambe. En fait, c'était la facilité de se dire, on va mettre de plus en plus de bâtons dans les roues à la clé de jambe pour pouvoir ne pas avoir à la travailler, parce que ça me fait flipper. Et donc, c'est un truc un peu de lâche, entre guillemets, que d'attaquer les clés de jambe. Parce que c'est facile, tu vois, c'est facile de venir les attraper. Alors que c'est ce qu'on me disait quand j'ai commencé. Hein. Ben oui. Quand j'ai commencé, on me disait, c'est la technique du faible, quoi, la clé de cheville. Quand tu sais plus quoi faire, tu tires la cheville. Alors que si tu sais pas la mettre, tu peux la tirer pendant un quart d'heure. Hein. Mais grave. Donc je suis pas d'accord. Je pense justement que ça va un peu redorer l'image des clés de jambes. Parce que la clé de talon va amener aussi le travail de toutes les clés de jambes. Oui. Parce qu'il va falloir faire des transitions. Donc voilà, on est un peu passé sur le chapitre de l'avenir un petit peu que j'avais mis en place là. On a un peu débordé et justement on a parlé un petit peu justement de l'intérêt que ça allait avoir sur le spectacle et tout ça et sur l'intérêt des gens aussi. Parce que il y a ça aussi, hein. Je pense que plus le no-gi, pour moi à mon sens, et je l'ai toujours dit, on l'a toujours dit, est plus facile à voir parce qu'il se passe plus de choses. Clairement. Là, ça va encore ajouter encore plus de choses à voir. Donc je pense qu'en termes de visibilité, ça peut être quelque chose de très intéressant pour la médiatisation de notre sport. Donc voilà, bon ça on en a déjà parlé plein de fois, donc voilà, mais je pense que voilà, c'est le fait que ça peut faire en sorte que les compétitions IBJJF soient plus visibles à la télé. Tu vois, oui. Ça peut être une solution. Maintenant, c'est qu'est-ce que ça peut apporter? Alors c'est ce qu'on disait. Est-ce que ça va changer foncièrement l'organisation de l'IBJJF, le fait d'organiser ça? D'avoir vraiment, cette fois-ci, s'ils ne mettent pas de clé de talon en kimono, et qu'il y a vraiment cette fois-ci une belle différence qui est faite entre le gi et le no-gi. Là, il y a une belle différence. Ça, c'est une sacrée différence déjà. Donc, quelles sont les implications? Et JIT, ça fait un article à ce sujet il y a pas longtemps. Et donc à parler d'un truc, et c'est vrai que j'y avais pas pensé, même si j'en rêve depuis longtemps, c'est la reconnaissance peut-être d'un grade no-gi. De vraiment avoir deux licences séparées, gi et no-gi, avec des grades no-gi, parce qu'aujourd'hui, moi, à mon sens, c'est une... Comment dire? C'est hypocrite de penser qu'il n'y a pas de clubs qui font que du no-gi. Oui. On en a déjà parlé. On a Tense Planet, on a Danaer, alors ils font pas que du no-gi, mais il y a des gens qui dans ces clubs qui ne font que du no-gi. Et ils sont ceinture noire. Personne ne peut remettre en question leur niveau. Non. Tu vois, qui va dire à Gordon Ryan, t'es pas ceinture noire? Quelqu'un qui va dire, t'as rien prouvé en kimono. En fait, l'argument des gens, c'est de dire, ouais, mais demain tu mets un kimono, t'es pas une ceinture noire. Ouais, mais ça veut dire que si le mec enlève son kimono contre lui, il est pas ceinture noire. Voilà. Argument contre argument. Après, il y en a qui disent c'est plus facile de passer du kimono au sans kimono. Mais à la fois. Du kimono au sans kimono. Ouais. Parce que tu retires ta veste et tu n'as plus qu'à pratiquer. Mais il y a quelqu'un la dernière fois qui m'a dit l'inverse. Et j'ai trouvé ces arguments qui étaient très pertinents. C'est-à-dire qu'il m'a dit moi je pense que c'est plus facile de passer du no-gi au gi que du gi au no-gi. Pourquoi? Parce que tu as tellement l'habitude de travailler avec des gardes, avec des grippes, avec des armes que tu as avec ton kimono, que quand tu arrives en no-gi, tu es complètement perdu. Parce que tu sais plus où mettre tes mains, tu sais plus quoi faire, tes défenses sont plus les mêmes, tes attaques sont plus les mêmes. Alors que quand tu es en no-gi et que tu mets ton kimono, si tu sais faire sauter les grippes, allez, il n'y a que ça qui peut être gênant. Finalement, ton jeu, tu peux le transposer en kimono. Alors tu feras pas de worm guard, tu feras pas de spider, tu feras pas tout ça, mais tu peux très bien aller soumettre un adversaire en clé de jambe. En clé de jambe. Non, mais tu peux très bien aller chercher un adversaire, aller le soumettre, voilà. À partir du moment où tu sais... Un super grappleur, tu lui mets une veste, un pantalon, il va pas devenir nul. Hein. Bah non. Il fera du grappling.
Alors, il prendra pas de saisie, il fera sûrement du grappling avec le kimono, mais il sera quand même fort. Oui. Il sera moins fort, mais il sera quand même fort. C'est ça. Bon, je pense que les deux, ça va dans les deux sens. C'est pareil pour le mec du Kim quand il retirera sa veste. Même si, oui, il a pas ses grips, nanana, il saura quand même tourner, tu vois. Mais il va perdre du jeu, oui, mais il saura quand même tourner. Il saura quand même tourner. Après, c'est à savoir quel est le temps d'adaptation de l'un et de l'autre, lequel est le plus... C'est juste ça. Pour moi, c'est juste ça. Il n'y a pas vraiment de... Mais en vrai, tout dépend de ta sensibilité. Hein. Tu as des mecs, en fait, pourquoi... Je pense que le mec qui m'a dit ça, c'est que sa sensibilité, elle était foncièrement sur un jeu 100% kimono. Tu sais qu'il y avait vraiment un jeu moderne, tu vois, où vraiment le mec, il est sur des saisies, des voilà, trucs. Là, tu lui retires ses saisies, il est perdu, tu vois. Quelqu'un qui aurait un JB old school, garde fermée, etc., en grappe, il se débrouillerait très bien, tu vois. Bien sûr. Même un mec qui a un JB moderne, mais qui ne fait pas que ça, tu vois, qui a d'autres armes, il s'en sortirait très bien. Ça dépend de tout, ça dépend de tes armes, de ce que tu utilises en kim, en grappe. Non, pour moi, il n'y a pas de... Ouais. Mais donc il n'y a pas de différence. Mais maintenant, donc si on sort de cette hypocrisie t'es pas une vraie ceinture noire si t'es pas une ceinture noire en kimono, bah, à partir de ce moment-là, tu peux faire des grades nogi. Le principe des grades, ça aurait dû faire longtemps que ça... J'ai bugué. Oui, non mais je vois ce que tu veux dire. En fait, non mais je vois ce que tu veux dire. Ça aurait dû être mis en place déjà depuis longtemps. En tout cas, être reconnu depuis longtemps parce qu'aujourd'hui, ça existe déjà. Quelqu'un qui fait de la... Thomas Loubersan. Nicolas Régnier. On leur a donné une ceinture noire de JJB pour qu'ils puissent participer. À l'IBJJF. Voilà. Donc pourquoi ils n'auraient pas leur grade, leur ceinture noire en nogi? Oui. Alors on va te dire oui, mais les ceintures noires en lutte à livrer. En fait, la réponse qu'on va te donner, c'est ouais, mais si tu veux faire du nogi et que tu veux avoir un grade, il faut que tu passes tes grades en lutte à livrer. Ah mais c'est n'importe quoi. C'est la porte ouverte à tout, alors il n'y a plus de cohérence. Mais à la fois, quand tu es ceinture noire du jiu-jitsu, ça veut dire qu'un lutteur champion olympique, demain il veut faire l'IBJJF, il dit bah moi je peux tourner, donnez-moi ma ceinture noire. Oui. Je vais me débrouiller, ne vous inquiétez pas, je vais me débrouiller, j'ai un niveau suffisant pour me... Bah très clairement, tu prends... Ils ont un niveau de fou, tu vois, en explosivité et tout, ils pourraient... Mais non mais on a un exemple tout bête, hein, comment il s'appelle Nicky Rod. Ouais, il a juste fait quelques... Il était ceinture bleue, le mec fait deuxième à la DCC en étant ceinture bleue de JJB, mais parce qu'il a un niveau en lutte qui est extraordinaire. Un dopage extraordinaire aussi, mais ça c'est comme tous les autres. Voilà, donc voilà, mais juste parce que avec sa lutte, parce que finalement c'est juste en lutte où il a battu ses adversaires. Ouais, il a un jeu très simple au sol, mais ce qu'il fait, il le fait bien. C'est qualité physique aussi. C'est qualité physique. Mais qui viennent de la lutte. Qui viennent de la lutte, exactement. Donc finalement, ouais. Bon, après, ça par contre, c'est un autre débat, c'est-à-dire qu'effectivement... Moi, je suis pas pour qu'un lutteur vienne et on lui donne sa ceinture noire directement parce que oui, il s'en sortira, mais après, il y a tout le bagage technique. Non, mais je vois ton exemple. Moi non plus, je suis pas pour du tout. Mais non, le principe est le même en lutte à livrer, finalement. Ça reste un autre sport, même si c'est proche. Oui. Donc, autant faire un grade JJB Nogi. Oui. Mais ce qui est marrant, c'est que par contre, on accepte plus facilement une ceinture noire de lutte à livrer devienne ceinture noire de JJB que l'inverse. Ouais. C'est marrant, hein. C'est marrant. Parce que demain, tu arrives avec une ceinture noire de JJB, même si tu es bon en nogi, tu vas arriver dans un cours de lutte à livrer, tu vas mettre ta ceinture blanche et puis tu vas évoluer. Alors, tu évolueras peut-être plus vite, entre guillemets, mais peut-être pas. Parce que les attentes, de ce que j'ai compris, les attentes techniques, elles sont différentes. Tu sais, et puis en plus, il y a cette volonté de vouloir faire vivre la lutte à livrer. Donc, après, la différence, c'est que le grade qu'on donne aux mecs de la lutte à livrer, c'est pour combattre en IBJJF. Oui, voilà. Alors que l'inverse, il n'y a pas de compète en lutte à livrer. Il n'y a pas de compète à ce niveau-là, en tout cas. Non, mais est-ce que dans le sens inverse, ça serait fait? Je pense que oui. Pour attirer du monde. Je sais pas. Parce que là, en fait, c'est juste ça. On a besoin de combattants. Ouais. Bah, ils ont besoin de combattants, oui et non, parce qu'ils ont ils ont pas besoin des mecs de la lutte à livrer pour faire des compètes IBJJF. Hein. Il y a assez de vivier. Hein. La population de du JB ça rapporte plus de monde. Ouais. Non, je pense que c'est parce en France, en tout cas, il y a des passerelles qui se sont faites et puis ça a été. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Façon, par contre, voilà. Je remets pas en question.
La ceinture noire, elle la mérite 1000 fois. Thomas Loubersan, il est numéro 1 mondial IBJJF. C'est la meilleure preuve que. Bien sûr. On n'a pas besoin de mettre un Kim pour être ceinture noire et gagner en IBJJF. Il y en a qui vont te dire, oui, mais en même temps, il a fait que de la lutte. Tu vois. Mais il a gagné. Il a joué avec le règlement. Mais il a gagné, il a joué avec le règlement, il a gagné. Donc moi, personnellement... Ce qu'il fait, c'est légal, il a gagné, fin l'histoire. T'es ceinture noire de JJB, tu fais la même chose, c'est pareil. Enfin, t'es ceinture noire avec... T'as passé tes grades en JJB, tu fais la même chose, c'est pareil. Tu vois, non mais je fais l'avocat du diable. Quand on regarde le dernier ADCC, il n'y a quasiment pas eu de sol. Les mecs, ils font que de la lutte. Galvao, il fait que de la lutte. Est-ce que ça fait... Alors qu'il est champion du monde. Et il est ceinture noire. Alors. Donc voilà. Donc ouais, non, ça, c'est l'évolution. Après, c'est stratégique, c'est autre chose. Mais le projet des grades en Nogi, il faut le faire. Il faut le faire. Après, est-ce qu'on fait 2 licences? Parce qu'on en parlait tout à l'heure. Ouais. Bah pour moi, ce serait une bonne chose en fait. Parce que vu que maintenant, on distingue les deux règlements. Avant, les règlements étaient les mêmes. Ouais. Entre le Nogi et le Gi. Il y a les clés de talon en Nogi, il n'y a pas les clés de talon en Gi. Les mecs du Gi qui veulent... Il y en a qui vont rester fermés sur leur truc. Je ne veux pas faire de clés de jambe, je veux pas de clés de talon. Ils vont pas faire de Gi. De Nogi, tu veux dire? Ils vont pas faire de Nogi. Pourquoi ne pas distinguer 2 licences avec un prix inférieur? Faire une licence Gi moins chère, une licence Nogi moins chère, et le mec qui veut faire les deux, bah, il paye les deux. Et un tarif double. Enfin, un tarif pour le... Soit il paye les deux, ou t'as une licence complète. Voilà. Ça sera intéressant, je trouve. Ça sera intéressant pour tout le monde. Alors, ça sera intéressant pour tout le monde. La limite que je vois à ça, moi je suis pour, hein. 1000 fois, je suis pour. Maintenant, c'est est-ce que au niveau de la reconnaissance des grades, parce que si tu fais 2 licences avec 2 passages de grades différents, est-ce que le mec, quand il passe, je dis une connerie, hein, jusqu'à maintenant, les mecs qui étaient ceinture noire en kimono, ils combattaient ceinture noire en nogi. Ouais. D'accord. Par contre, le mec, maintenant, demain, il fait sa formation en 100% nogi. Ouais. Et demain, il se dit, eh ben, tiens, là maintenant, j'aimerais bien me tester, comme Gordon Ryan voulait faire à un moment. Je veux aller chercher le titre champion du monde, ceinture noire, kimono. Est-ce que son grade, il est reconnu? Et c'est assez risqué et péril? Ou est-ce qu'il est obligé de repasser par la case départ? J'avais pas pensé à cette question. Eh oui. Ah, c'est tout l'objet du débat. Ah, c'est... Là, tu me prends de court, là. J'ai pas d'argument, j'ai pas pensé au truc en fait. En fait, ça m'est venu là parce que j'y avais pas pensé non plus. Ouais. C'est en discutant là, je me suis dit comment ça se passe, parce que c'est vrai que quand tu fais du nogi toute ta vie, c'est limite tu te dis bon bah voilà, là maintenant avec ce choix là, c'est un peu comme en lutte où tu te dis très rapidement, je vais faire soit de la gréco, soit de la lutte libre, et tu te formes en gréco ou en lutte libre et t'as pas de passerelle entre les deux. Est-ce que là, ça serait le même concept? C'est quand même très rare un mec qui performe à très haut niveau en nogi et qui se dit allez, je me mets au Kim. Je sais même pas si ça s'est déjà vu. Ça s'est jamais vu, je crois. Ouais, mais l'inverse se voit. L'inverse, oui. Ouais, mais pourquoi ça serait valable dans un sens et pas dans l'autre? Non, mais en fait, c'est ça la question. Bah oui, c'est vrai. Ouais. Parce qu'effectivement, un mec qui a sa sensibilité dans le nogi, de lui-même, je sais pas moi, ceux que je vois qui font que du nogi et qui un jour se mettent au gi, ils se mettent, c'est vraiment pour le plaisir. Ouais, c'est pour le plaisir, et puis ils repartent en ceinture blanche, et puis ils se disent ouais, peut-être que je ferai 2-3 compètes. C'est vraiment histoire d'avoir de nouvelles sensations, mais. Et ça, je parle de ça de ceux qui font de la luta en général. Ceux qui font de la luta qui veulent se mettre en kimono, en général, ils se remettent de zéro. Et tu vois d'ailleurs, les grades de luta sont pas toujours les mêmes. Tu vois, tu vas avoir une marron en luta qui va être bleue en kimono ou vice versa, tu vois. Donc ça signifie quand même que dans l'inconscient collectif, le niveau n'est pas le même. Et c'est une réalité d'ailleurs. Enfin, c'est 2 jeux différents. Ouais. Ça, c'est là où tu vois la limite de la chose. De la double licence. Ouais. Donc est-ce que tu t'engages dans une voie et tu te dis, il n'y a pas de double licence, si tu veux faire du kimono, tu dois repasser toute zéro. Permis moto, permis voiture. Ouais. Tu vois. Après, peut-être que tu peux avoir, je sais pas, j'ai une connerie. Tu vois, on te dit si tu es ceinture noire de judo, tu es ceinture bleue de jiu-jitsu brésilien. Si tu es ceinture noire compétiteur international de judo, tu es ceinture violette de jiu-jitsu brésilien. Ça, c'est une règle qui est connue, tu vois. Si tu es ceinture noire de jiu-jitsu brésilien no-gi, tu es ceinture bleue ou violette de kimono. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre un truc en place comme ça? Et vice-versa. Parce que pourquoi l'un serait différent de l'autre, tu vois. Enfin, faudrait pas en laisser léser un par rapport à l'autre. Ouais, ça se tient.
Total Impro. Ouais. Bah après, c'est à l'IBJF de trouver les solutions. Attends, on n'est pas payé, non? Pas encore, Inch'Allah. Laissez-nous tranquilles. Non, mais non, ouais, c'est ça vrai. se tient ce que tu dis. Mais c'est vrai que ce sujet, bah, j'y vais. Je sais que quand je vais rentrer chez moi, je vais y penser, et je vais avoir plein d'arguments. Mais là, tu m'as pris de court. Ouais, non, mais là, c'est pareil, là, c'est ce que je me suis dit. Mais après, de toute façon, on peut avoir tous les arguments qu'on veut à partir du moment où l'IBJJF ne mettra pas, déjà, ne mettra pas en place ces systèmes de licence à part. Enfin, tu sais, d'un côté Guy et Logi, c'est une supposition de JITS. Donc, moi, j'ai lu ça, je t'ai envoyé l'article, je me suis dit, tiens, c'est vrai, c'est pas une mauvaise idée, ça arrangerait beaucoup de monde. Parce que moi, je pense sincèrement qu'il y a des gens qui ont des sensibilités. Enfin, tu as une sensibilité kimono, une sensibilité sans kimono, il y en a qui veulent faire les deux. Mais c'est un peu comme si, je sais pas moi, tu voulais faire effectivement de la lutte et du judo, quoi. Tu peux aimer les deux, et puis bah, tu vas prendre 2 licences différentes. Et puis tu vas t'entraîner dans les deux, et tu passeras des grades dans les deux. Ouais. Donc, Le truc, c'est que pour l'instant, bon, ils l'ont pas fait, et ça fonctionne comme ça, quoi. Et ça fonctionne plutôt bien. et ça fonctionne plutôt bien. Après, on peut prendre l'exemple du grappling. Le grappling, tu as le grappling gi et no gi. Et bon, là, sur le grappling, la différence, c'est que c'est débutant, intermédiaire, confirmé. Mais en général, ça n'a rien à voir. Ça change tout. ça Tu change t'inscris où tout. tu veux. Non, mais tu t'inscris où tu veux, mais en t'inscris général, où tu les gens jouent le Les gens jouent le jeu, tu vois. mais tu t'inscris où tu veux. Il n'y a pas de grade qui dit que tu peux très bien être confirmé en grappe et combattre en ceinture blanche en kim. Ouais, mais c'est pas super bien vu. Ouais, mais ça peut se faire. Demain, ça va que c'est la FFL et que c'est sur le circuit français, mais demain, tu fais ça sur le circuit BJJF. T'as un grand nom, je sais pas, on se projette dans 10 ans, parce que c'est le temps moyen d'une ceinture noire. 2021, ils mettent en place la double licence. Le mec, il est... T'as le champion actuel en nogi. T'as le champion actuel en nogi, il décide de faire du gi. Il se met en ceinture blanche. Ouais, ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas. Moi, Juridiquement, ça peut passer, tu vois. S'il est blanc, ouais, mais je parle dans l'inconscient collectif. Non, bien sûr que ça passe pas. Et même pour lui, de toute façon. Ça passerait même pas. Bah non. Par contre, tu le mets en violette. Ouais. Tu te dis. Non, violette, c'est vrai que. Tu te dis ça passe. Tu te dis ok. Quand tu connais le niveau en violette, tu te dis ça passe. Et par contre, et vice versa, parce qu'aujourd'hui, là, on n'a pas le cas où des mecs feraient que du 100% nogi et tout ça, mais tu prendrais un mec qui fait que du kim et qui se met en nogi demain et qui se dit je vais être champion du monde black belt contre des black belts qui font que du nogi depuis des années et qui attaquent la clé de talon et tous ces trucs-là. Bah. Violette aussi. C'est vrai que Violette, c'est un bon test même pour eux en fait. Ouais. Parce que vu que le niveau dans 10 ans il sera plus fort en nogi. Il est déjà fou le niveau en violet. Oui, non, mais je veux dire, le niveau sera concentré en nogi. Je veux dire, tu sais, aujourd'hui, tu peux pas faire de comparaison parce que c'est les mêmes mecs. Ouais. Donc finalement, c'est que des mecs qui font du kimono et qui retirent la veste. Donc tu peux pas te dire, effectivement, les mecs, il y en a qui vont sortir du lot, tu vois. Enfin, si tu prends un mec, voilà, je vais reprendre l'exemple, hein, Gordon Ryan, tu vois, le mec, il fait que du nogi. Il est arrivé, il a rincé la catégorie. Il a fait son grand chelem. Après, il n'y a que lui. Hein. C'est quand même une exception. Ouais, mais cite-moi énormément de gens qui font que du nogi et qui font le circuit BJF. Il n'y en a pas énormément. Bah déjà, il y a les mecs qui ont testé, hein, et les gars de chez Tennis Planet, ça donne pas grand-chose. Quand ils font une compétition BJF, ça donne pas grand-chose. Ouais. Alors après, ça donne pas grand-chose dans le sens où peut-être parce que le règlement aussi ne leur convenait pas dans le style. C'est ça, hein. Le règlement peut jouer. Regarde, tu prends Gary Tonon. En sub-only, il tape 80% à 90% du circuit IBJJF. Ouais. Et tu le prends, parce que franchement, pour l'instant, moi, à part JT Torres qui le bat régulièrement, les autres, il les a. Najmi, il l'a battu en 10 secondes avec la clé de talon. Donc quand tu regardes bien, tu prends le même mec, là, c'est l'exemple le plus parfait. Tu le prends avec un règlement IBJJF, il fait rien. Tu le prends avec un règlement où tu rajoutes les clés de talon, il tape tout le monde. Pourtant, c'est les mêmes grades, c'est le même mec, c'est les mêmes adversaires. Ouais.
Donc imagine ça avec 10 ans de pratique où les mecs ils ont fait que ça pendant que les autres n'ont fait que du kimono avec un règlement qui n'autorise pas par exemple la clé de talon et le knee wrapping. Et surtout ils n'ont jamais retiré la veste. Non, c'est pour ça que les mettre en violette c'est une bonne chose. Donc je vais faire un arrobase IBJJF. Et je demande à quelqu'un de traduire notre podcast. en portugais et en anglais. Et comme ça peut-être que ça marchera, on ne sait pas. Donc ouais, mais suite au prochain épisode, parce que franchement, c'est bien. Enfin, ce que j'aime avec ça, c'est qu'on part d'un truc qui est juste une autorisation de technique, et en fait, finalement, tu te rends compte que ça peut être une véritable révolution. Bah en fait, en plus, si c'était super fermé à l'idée de faire ça, j'ai l'impression... je m'y attendais vraiment pas. Pour moi, la clé de talon à l'IBJJF, c'était mort. Ah oui. Aucune chance. Ah oui, oui. Et là, on nous annonce, mais de toute façon, 2020, plus rien ne me surprend. C'est la révolution. Mais est-ce qu'il y aura... Non, mais est-ce qu'ils n'ont pas autorisé en 2021 parce qu'il n'y aura pas de 2021? C'est possible. C'est possible. Ils ont peut-être des infos qu'on n'a pas. Ah, c'est trop loin 2021. Ils ont peut-être des infos qu'on n'a pas. Peut-être que... On sait pas, on sait jamais. Donc ouais, non, c'est... Putain. Ouais. Donc ouais, en tout cas, c'est un beau débat qui n'a pas fini de faire parler, je pense. Ouais, bah écoute, ce qui est bien, c'est que... Bon, après, on peut pas tourner avec le Covid, mais 2021, si on aurait pu tourner, ça aurait laissé le temps à pas mal de gens de mettre en place justement ce nouveau travail. Oui. Bah oui, on peut pas tourner. En fait, non, faut dissocier. C'est-à-dire qu'on peut pas tourner nous parce qu'on est en Île-de-France et que c'est un vrai problème et que... Enfin, c'est en France et tout ça, mais on le verra. Oui, ailleurs. On le verra ailleurs. C'est-à-dire que les autres tournent. Les autres tournent et il y a des compétitions. Il y a eu les pannes il y a pas longtemps. Je m'en fiche des autres. Moi, je parlais des Français. De toute façon, on est un podcast français. Voilà. Donc, non, mais ouais, oui, c'est-à-dire que nous, on va pas le voir sur nos tapis. Même si je pense que ça ne nous changera pas grand-chose. Parce que sincèrement, je pense que les clubs qui tournent quand Guy... C'est ce qu'on on en avait déjà parlé sur un ancien podcast, mais en France on ne fait jamais les choses comme les autres. C'est-à-dire que dans les autres pays, il y a il y a des créneaux Guy et no-Guy, des gens qui tournent en Guy et no-Guy. Et en France, il y a vraiment des gens qui sont ultra fermés au no-Guy. Hein. Un peu plus... Et ça commence aussi à être l'inverse. C'est-à-dire qu'il commence aussi à avoir des clubs qui sont 100% no-Guy et qui ne font que ça et qui ne mettent pas la veste. Donc il y a vraiment... il y a des clubs qui font les deux, mais il y a beaucoup de clubs qui ne veulent pas entendre parler du no-Guy. Par exemple, moi j'ai dit dans un club qui faisait que du no-Guy, tiens, putain, vous avez vu, il y a la clé de talon qui va arriver, rien à foutre. On fait que du Guy. Ça ne nous changera rien. Ouais, bon, après, c'est une façon de penser. Mais tu vois, pour ces gens-là, la licence Guy, elle serait parfaite. Bien sûr. Bien sûr. En plus de ça, je pense que ça augmenterait, peut-être parce qu'on ne l'a pas dit, mais ça augmenterait sûrement l'offre aussi des clubs. C'est-à-dire qu'il y aurait peut-être plus de clubs qui s'ouvriraient qu'en no-Guy, par exemple, et d'autres qui s'ouvriraient en Guy. Bon, en Guy, ils existent déjà, donc voilà, mais il y aurait peut-être plus de clubs qui s'ouvriraient qu'en no-Gi, et donc en sachant qu'il y aurait une légitimité. Tu vois, il y a peut-être des gens qui se forcent à faire du kimono parce qu'il y a les grades et parce qu'ils se disent je peux pas faire passer le grade si ce qui est bête, hein, mais je peux pas faire passer de grade si je les fais pas passer en kimono, tu vois. Et là, peut-être que ça décomplexerait pas mal de monde et puis que ça ferait évoluer l'offre et qu'il y aurait plus de clubs qui s'ouvriraient. Ouais. Moi, je vois que du positif. Non, mais franchement, c'est vraiment une bonne nouvelle. Après, on n'est pas... Il suffit de nous suivre pour savoir qu'on est... Ouais, on était déjà pour la clé de talon. On était déjà acquis à la clé de talon. Et donc voilà. Bah écoute, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ça? Non, après, en fait, ils le mettent définitivement ou c'est un test? Ah bah écoute, moi j'ai l'air de croire que c'est mis définitivement. Après, bien sûr, c'est comme tout, rien n'est immuable dans ce monde. Si demain il s'avère que ça ne fait pas évoluer les choses et puis surtout qu'il y a 1 milliard de blessures... Mais c'est surtout s'ils perdent des licenciés, à mon avis. Ils perdront pas de licenciés, pourquoi ils perdraient les licenciés? Il y a toujours le kimono. Ouais, il y a toujours le kimono, mais s'il y en a qui veulent pas faire... Il y a même des grappleurs qui veulent peut-être pas faire la clé de talon. Bah ils feront que du kim. Non, mais si les mecs ils faisaient que du no-Gi. Bah ils vont aller où? Je sais pas, chez eux. Ils vont créer leur fédération. Exactement. On va l'appeler le Jiu-Jitsu anti-clé de talon. Exactement. Non, je pense que les gens, ils feront que du kimono s'ils veulent pas faire de clé de talon. Non, mais si les mecs faisaient que du no-Gi. Il y a des mecs qui font que du no-Gi qui sont pas spécialement pour la clé de talon non plus. Hein. Qui?
Je les connais pas personnellement. Bah voilà. Mais il y en a, c'est sûr. Bah ouais, mais je vois pas. Ouais, après, moi, je pense pas que qu'ils vont gagner énormément de licenciés. Je pense pas qu'ils vont en perdre non plus. Ouais, après, c'est comme toute évolution, il y aura. Plus ou moins stable. Voilà, c'est ça. Mais je pense pas que ça va changer quelque chose à ce niveau-là. Bah, je sais pas. Moi, j'aime à croire qu'il y aura pas mal de monde qui vont commencer à se mettre. Tu vois, par exemple, je dis une connerie, mais par contre, ça je l'ai pas dit et ça serait vraiment dommage. Ça risque peut-être de mettre un coup de frein à l'évolution de la lutte livrée, qui était en train de se relancer là et qui risque de prendre une petite claque. Parce que si jamais il y a cette histoire de double licence et qu'il y a des licences JJB avec l'IBJJF, et parce que finalement en lutte livrée, il n'y a pas vraiment de grosse compétition. Il n'y a même pas vraiment de compétition. Donc tu passes des grades, les gens font du MMA en général, voilà. Ce qui peut les sauver, c'est qu'ils ont un style quand même à part. On en a déjà parlé. Moi, je pense qu'il y a vraiment une différence dans l'approche de la lutte livrée, tu sais, dans le style. Mais peut-être que des mecs qui étaient black belt ou qui passaient des grades en lutte livrée finalement garderont leur état d'esprit, mais passeront leur grade en JJB et donc noieront un peu dans la discipline de la lutte livrée. En se disant, bah, maintenant, on a une offre de compétition qui est vaste, on a des grades reconnus, avec tout le système qui va derrière, tu vois. Enfin, la reconnaissance des académies, la reconnaissance, en France c'est très, très bête, mais CFJJB, tu as reconnaissance de diplôme. Parce que pour l'instant, c'est pas forcément le cas, je crois, pour la lutte livrée. Je crois qu'ils sont un peu, ils sont avec la FFST. Ouais, ils sont peut-être pareils, mais la fédération du JJB a plus de chances d'évoluer plus vite. Ouais. Il y a plus de licenciés, tu vois, et d'avoir un agrément JJB. Parce que là, je crois qu'ils passent avec la FFST, c'est sport travailliste. Oui. Comme la lutte livrée, je crois. Flavio, je crois qu'il en avait parlé à un moment, qu'il était aussi avec la FFST. Donc, étant donné que le nombre de licenciés, il y aura peut-être plus facilement un agrément un jour JJB au niveau de l'État, donc avec un brevet d'État, brevet d'État, c'est plus ça maintenant, un diplôme d'État JJB. Donc il y aura peut-être plus d'intérêt à aller voir du côté du JJB Nogi que d'aller du côté de la lutte livrée. Et donc, par conséquence, un peu noyer la discipline de la lutte livrée. Ce serait malheureux. Ouais. Non, moi je pense pas. Je pense pas que ça changera grand-chose. Les mecs qui sont lutte livrée, ils sont très lutte livrée. Même dans l'état d'esprit, ils aiment bien faire évoluer leur discipline et représenter leur discipline. Bien sûr. Bien sûr. Le seul truc, c'est qu'il n'y a pas énormément de compètes en lutte livrée. S'il y en aurait, les mecs les feraient, tu vois. C'est juste ça. Oui, non, mais bien sûr, mais justement, ils vont chercher. Et là, t'imagines, on te laisse la possibilité de faire une compétition en nogi avec des clés de talon, finalement, avec un règlement qui est un règlement de lutte livrée. Tu choisis quoi? Tu choisis de passer tes grades. Alors, il y aura peut-être les deux. Peut-être grade Luta et JJB, mais je pense qu'ils passeront leur grade en JJB pour faire ces compétitions-là. Ouais, je suis d'accord, mais après, c'est ce qui se passe maintenant. En fait, Thomas Leversen est ceinture noire de JJB sur le papier. Il tourne à l'IBJJF. C'est exactement la même chose. Ouais, mais on parle. Mais dans ce qu'il représente, il représente la lutte livrée. Non, mais il représente la lutte livrée, oui, mais je parle pas des gens qui sont déjà en place. Je parle des nouveaux adhérents. Tu vois. Ouais. Je parle des nouveaux adhérents qui allaient chercher leur place. On fait vraiment encore une fois une digression, mais vous me connaissez, ça nous arrive souvent. On parle de gens qui débuteraient la discipline et qui se disent, moi, je veux faire que du nogi. Un mec qui fait du MMA, par exemple, ou tu vois, ou un mec qui se dit, moi, non, je suis désolé, j'ai pas envie de. Je ne crois pas en la veste. Dans la rue, tu sais, on a souvent cet argument-là, dans la rue, il n'y a pas de veste, machin. Je veux faire les mecs sont à poil dans la rue. Les mecs sont à poil dans la rue, exactement. Mais non, mais tu peux être en t-shirt, blablabla. Tu entends leurs arguments, tu vois. Et aujourd'hui, il se dit, moi, je veux faire que du nogi, je vais me diriger vers un club de luta. Demain, tu donnes une offre supplémentaire. Ouais, une offre JJB Nogi. Une offre qui t'apporte plus JJB, de compétition. C'est un nom fort en plus. C'est un nom fort. Brésilien, ça parle bien sûr. À plus de monde que luta livrée. Ah, en termes de com, oui. En termes de com, voilà. Donc c'est vrai que... Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une future perte d'adhérents? Quand je dis perte d'adhérents, comme je te dis, je ne te parle pas des adhérents qui sont déjà en place, je te parle de l'avenir. Je te parle dans la prochaine dizaine d'années, s'ils acceptent de faire une licence Nogi. Tu parles dans le monde ou en France? Alors, dans le monde, je ne peux pas me
Prononcé parce que déjà je suis pas sûr que l'offre lutte livrée soit, par exemple aux États-Unis, elle soit vraiment beaucoup représentée. Je sais qu'il y a de la lutte livrée en Allemagne, il y en a beaucoup. Je sais qu'il y en a en France, je sais qu'il y en a au Brésil. Par contre aux États-Unis, je suis pas sûr que ça soit ultra représenté. En tout cas, on l'entend pas. On l'entend pas. Donc je parle des pays comme ça où il y a une offre lutte livrée qui est quand même forte. Même si... Enfin non, qui est quand même forte. Il n'y a pas de mais, parce que c'est vrai, là, aujourd'hui, j'aurais pas dit ça il y a 10 ans, mais, parce qu'il y a 10 ans, il n'y avait que Flavio, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de clubs de lutte livrée qui ouvrent. On a Evoluta, on a Nicolas Régnier, on a Nayeb qui a son académie aussi, là, comment c'est, Bulle Terrier, là, ou je sais pas quoi, là. Enfin, ouais, dans le 95. Pitbull, ouais, c'est Pitbull. Ouais, je crois on a Gennevilliers. Non, mais Gennevilliers, c'est avec Evoluta. Evoluta, en fait, il y a plusieurs clubs. KFBC. Donc, et puis, il y a toujours Flavio aussi, qui est dans le sud. Donc, il y a vraiment une offre de lutte à livrer qui est quand même grande et qui grossit. Et c'est justement ça. En fait, moi, je suis content de voir cette évolution qui grossit parce que je pense que la lutte à livrer a sa place dans le monde du sol français, tu vois, du sol même. Ouais, on va dire français, on va parler de ce qu'on connaît du sol français. Parce qu'ils ont fait leurs preuves, ils ont gagné des compétitions, ils sont présents, quoi. Mais est-ce que ça peut pas freiner l'évolution? Moi, je pense pas. En France, je pense pas. Parce que les clubs que tu as cités, ils font partie des meilleurs clubs, en fait. Des meilleurs clubs français, donc je vois pas pourquoi ça changerait. Des meilleurs clubs français, ouais. Ouais, mais demain, tu as des mecs qui ouvrent une académie JJB 100% Nogi et qui ont déjà un putain de niveau, mais qui. Tu vois, des mecs qui voulaient pas forcément ouvrir une académie, je sais pas moi, kimono, parce qu'ils se sentent pas à l'aise, mais ils sont super forts, tu vois. Et ils se disent, ah bah, il y a cette possibilité-là, tiens, je vais ouvrir mon académie. 10 ans après. Genre, t'as, je sais pas moi, une cinquantaine d'académies Nogi qui ouvrent ses portes. Ouais, mais après, ça, c'est l'évolution générale du sport. C'est possible même sans la reconnaissance des grades, tu vois. Qu'il y ait plein de clubs qui s'ouvrent et que ce soit des meilleurs clubs, donc les gens aillent là. Et... Je pense pas que la reconnaissance de grade fasse. Bah, je parle pas que de la reconnaissance de grade, hein, tu m'as compris. Hein, c'est reconnaissance de grade, c'est possibilité de diplôme et c'est possibilité de plus de compétition. Tu vois, une offre compétition qui est beaucoup plus importante. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y avait des micmacs qui se faisaient pour donner des grades de ceinture noire. C'est vrai qu'après, l'obtention d'un diplôme, ça peut changer pas mal de choses. Bien sûr. Si on a un projet de donner des cours, d'être payé, de vivre de sa passion, c'est vrai que ça change énormément de choses. Maintenant, il faut voir comment la lutte à livrer évolue. C'est ça. Il faut voir comment elle évolue en discipline, en tant que discipline, tu vois, avec effectivement, justement, le fait qu'il y ait de plus en plus d'académies. Après, on a un contre-exemple, on a le grappling. Hein. Le grappling, tu as un diplôme, pour le coup reconnu d'État. Mais après, eux, le grappling, le problème, ce qui manque, c'est la reconnaissance des grades. Ouais. En fait, dans un sens, et c'est là où je te dis, c'est pour ça que je te dis, le JJB Nogi, ça peut faire du mal à tout le monde, parce que dans un sens, tu as une reconnaissance du niveau, parce que en lutte à livrer, une ceinture noire, c'est une ceinture noire qui est forte, tu vois. Quand tu es ceinture noire de lutte à livrer, tu es fort. C'est une réalité. Mais il n'y a pas le diplôme. De l'autre côté, tu as le diplôme avec le grappling, mais la reconnaissance des grades... Non, ça signifie absolument rien. Aucune valeur. Tu peux être grade noir de grappling et être ceinture bleue au CFG et techniquement être... Ouais, être ceinture bleue, niveau ceinture bleue de JJB. Ouais. Tu vois. Mais demain, tu as une fédération qui t'apporte et le grade et le diplôme. Je te dis, hein, ça peut mettre un frein à l'évolution et du grappling et de la lutte à livrer. Après, comme je le répète, je ne souhaite pas, il faut qu'il y ait sa place pour tout le monde, tu vois. En tout cas, le grappling, je pense que demain, tu as une reconnaissance d'un diplôme d'état JJB et tu as une licence Nogi. J'allais y venir, en fait. Parce qu'on a parlé là du règlement pour le monde. Au niveau de la France, ça change quoi? CFJB, ils vont adopter ce règlement. Ah bah bien sûr. Donc, est-ce que le CFG va perdre des licenciés en grappling? Je pense. Tu penses? Je pense. Je pense, très clairement. Parce que... on va être honnête, déjà ils en perdaient.
Ouais. Ils en perdaient parce que justement, je pense que la grande époque du CFG, elle est révolue avec le fait que le CFJB est grossi. Dans le sens où il y a déjà eu une fuite des grands noms vers le CFJB. Parce que les gens aussi, on va être très honnête, hein, c'est mieux organisé, il y a un meilleur arbitrage, c'est plus carré. Il y a maintenant plus de reconnaissance, ça fait plus professionnel. Donc forcément, et il y a plus de... Si tu veux te confronter au meilleur, c'est là qu'il faut que tu ailles. Pourtant, le gain, il est beaucoup plus intéressant au CFG finalement. Parce que les compètes, elles sont pas chères. Il y en a même des gratuites. Oui, t'en as plus. Pour les confirmer, possibilité d'aller en équipe de France. Payé par le CFG, le voyage, la compétition, donc en termes d'expérience et tout, c'est fou. Il n'y a personne d'autre qui fait ça en France. Je vais être très honnête, et tu le sais, les gens s'en foutent. Je m'attends au pire. Mais non, mais les gens... Je vais être un vrai connard. Non, les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent. L'équipe de France de UWW, ils en ont rien à faire. Il n'y a pas de nom. Là, il y a un mec qui a fait un bon niveau quand même. Attention, hein. Il y a un bon niveau. Il y a même, franchement, ça... Tu prends les meilleurs Français, ils ne se battent pas pour aller faire les compétitions, pour être en équipe de France. Tu prends les meilleurs Français en JJB, en Luta ou n'importe quoi, ils ne se battent plus pour aller en équipe de France. Ouais, mais je trouve ça dommage. Parce que c'est quand même une belle opportunité, une belle expérience. Tu vas avoir un grade, tu vas avoir un titre effectivement amateur de champion du monde sur une fédération qui a peu de poids, entre guillemets. Et leur concentration, elle se fait sur les compètes IBJJF. Ils ont plus à gagner en tant que sponsor, avec des sponsors et tout ça, à être reconnu IBJJF qu'à être reconnu WW. Ouais. C'est ce qui se dit, hein. Moi, je fais que remonter. Oui, non, mais je sais ce qui se dit. Je t'interroge pour que tu parles. Oui, bien sûr. Mais je sais aussi ce qui se dit. Il faut qu'on tienne le timing. non, mais parce qu'il y a une vraie réflexion derrière. Non, mais c'est une évolution de la réflexion. C'est une vérité. Donc pour toi, ils vont perdre des adhérents. Bah, surtout là, en plus, s'il y en a qui étaient adeptes de la clé de talon. Parce que le truc qu'ils avaient en plus, c'est qu'ils avaient autorisé le knee ripping. Tu vois, ils étaient un peu plus. Il y avait plus de permission sur les clés de jambes. Ils autorisent le knee ripping au CFG? Bien sûr que non. Bien sûr que si. Tu as le droit d'enrouler la jambe. T'as pas le droit d'enrouler. Mais bien sûr que si, tu as le droit d'enrouler la jambe. Bien sûr que si. Bah si. Mais non. Mais si. On regardera si tu veux tout à l'heure le règlement, mais bien sûr que si. En même temps, ils changent tous les 6 mois leur règlement. Ça, c'est un vrai problème aussi. Mais bien sûr, bien sûr que c'est un vrai problème. Faites-le changer pour la clé de talon cette fois-ci. Faites-le au moins pour quelque chose d'intéressant. T'as le droit au knee ripping. T'as le droit au knee ripping puisque tu as le droit d'enrouler la jambe, bien sûr. Non, pas. Non. Si, tu as le droit. Tu as le droit d'enrouler de l'extérieur vers l'intérieur au CFG. Bien sûr que si. Mais si. C'est depuis l'année dernière. Depuis l'année dernière? Bien sûr. Mais même peut-être l'année d'avant. Non. Mais en tout cas, tu as le droit, c'est sûr. À un moment, tu n'avais pas le droit. Il y a longtemps. Mais si, on en avait parlé. Franchement, ça fait 1 ou 2 ans que tu peux faire du knee ripping. Sérieux? Bien sûr. Mais ça, leur changement de règles constant, c'est un vrai problème. Tiens, toi qui n'es pas en mode avion, vas-y. Je vais regarder. Tu peux vérifier. Si tu vas assez vite, tu peux vérifier. Mais oui, on a le droit d'enrouler la jambe. Mais si, puisque tu as le droit de te placer en position de clé de talon, entre guillemets. Mais tu sais, par exemple, t'enroules la jambe, tu viens, tu croises et tu fais la compression des 2 jambes croisées. Tu as le droit de le faire. La compression de mollet. Tu croises les 2 jambes, tu as le droit de le faire. Vrai. Donc si tu peux pas la faire si tu n'as pas le droit d'enrouler la jambe. J'ai vu la vidéo, je crois que c'est Karim qui montre en vidéo ce qu'on avait le droit de faire. Oui, il y a eu la vidéo, on en avait parlé de cette vidéo. La mise à jour août 2020. En fait, toutes les saisons. Toutes les saisons, tu as une mise à jour. Tu as une mise à jour du règlement. Ouais. Et c'est un vrai problème. C'est ça aussi je pense, qui a agacé aussi les gens. Donc voilà, donc tu avais le droit à ça, tu avais le droit au knee ripping, mais tu n'avais pas le droit à la clé de talon. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais même dit à cette époque-là, j'avais dit pourquoi il n'y a pas le droit à la clé de talon, quoi. Une fois qu'on est au knee ripping, autant aller jusqu'à la clé de talon, tu vois. Donc voilà. Et on en parlait pour
Se dire est-ce qu'ils vont perdre des licenciés? Est-ce qu'ils vont perdre des licenciés? Donc oui, je pense, parce que là aujourd'hui, très clairement, quelqu'un qui veut faire du no-gi, il a le droit à la clé de talon, il a le droit au knee ripping, il a le droit à tout. Il y a un meilleur règlement, enfin il y a un meilleur règlement. Oui, bah maintenant avec la clé de talon, pour le coup, il y a un meilleur règlement. Tu peux tirer la garde. Tu as une reconnaissance, tu peux tirer la garde. Ça compte, hein. C'est Il y a vrai des gens qui veulent pas lutter. Il y avait l'histoire du tirage de garde. Tu peux tirer la garde. Et en plus, quand tu as un leg locker, tirer la garde, c'est important. Enfin, tu vois, ça fait partie de ton jeu. Donc tu peux tirer la garde, tu as la clé de talon, tu as un arbitrage qui est plus sécure, entre guillemets, enfin tu vois, qui est meilleur, on va pas se mentir. Tu as plus d'adversaires, tu as une meilleure reconnaissance, tu as des passerelles avec l'IBJJF, donc enfin tu sais, après tu as les licences IBJJF et tout ça, donc voilà, tu peux attirer plus de sponsors. Bah, t'es gagnant. Le seul truc où tu es perdant, c'est sur effectivement le nombre de compétitions et sur le prix des compétitions. Et sur le diplôme. Et sur le diplôme. Parce que tu peux aller jusqu'au BPGEPS. Tu peux aller au BPGEPS, mais ça ne sera pas un BPGEPS JJB, ce sera. Mais en JJB, tu as un diplôme d'État aussi, mais c'est un diplôme un peu global, je crois. Hein. Ça sera vérifié, mais tu n'as pas un BPGEPS JJB, je crois. Ce sera vérifié. Mais en tout cas, ouais. Donc je pense que moi, en tout cas en France, il va y avoir une fuite. Je pense que s'il se passe ça et qu'en plus il y a une double licence, enfin moi très clairement, je peux me poser la question. Oui. Juste en regardant le règlement, là, c'est vrai que le règlement IBJJF, là, il est mortel. Maintenant que c'est autorisé, il est mortel. Pour nous, il est mortel. Il est mortel. Tu viens, tu tires la garde, tu attaques les jambes. Enfin, entre autres. Tu vois, enfin, tu attaques tout jusqu'aux jambes, jusqu'aux clés de talon. À partir du moment où tu es marron et noir, ouais, on le rappelle. On le rappelle. Ouais. À voir. Écoute, ça va être intéressant. Moi, j'ai hâte de voir justement comment ça va évoluer. Et comme tu disais, c'est dommage qu'il y ait ce problème de Covid là, parce que effectivement, ça va repousser notre analyse. Oui et non, parce que mondialement, ça va rien. Enfin, si. On verra. C'est vrai qu'on peut pas se projeter là. Non, mais on peut pas se projeter. Non, mais je veux dire, oui, on va voir l'évolution à l'international. Mais, moi, ce qui m'intéresse. On ne sait même pas si en 2021 tout sera réglé. Ouais, mais il y a des compétitions. Donc il y aura des compétitions no-gi avec le règlement. Il y aura quand même. Aux États-Unis, ils s'entraînent. Hein. Et je te dis, avec ici, on s'entraîne pas vraiment. Aux États-Unis, il y a des compétitions de grappe. Là, actuellement. Bah, ils ont fait le pan en kimono. Je vois pas pourquoi ils feraient pas de. C'est aux États-Unis qu'ils l'ont fait. Je saurais pas te dire si c'est aux États-Unis, mais en tout cas, il y a eu une compétition d'organiser. Les Europes, c'est maintenu. Hein. Les Europes à Lisbonne, c'est maintenu pour l'instant. Donc, je vois pas pourquoi il y aurait pas Rome, pourquoi il y aurait pas d'autres compétitions. D'ailleurs, ils vont peut-être faire évoluer aussi le nombre de compétitions en no-gi grâce à ça. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y avait plus de possibilités de tourner, je crois, en gi qu'en no-gi. C'est pas systématiquement les deux? Non. Bah non, regarde Lisbonne. Il n'y a pas de no-gi. T'as Rome. Mais le niveau à Rome, il est plus bas qu'à Lisbonne. Quand t'as un titre à Rome, quand t'as un titre à Lisbonne, c'est t'es un tueur, et quand t'as un titre à Rome, c'est cool. Ouais. Donc ouais, non, mais c'est vrai que j'ai hâte de voir, mais c'est vrai que j'ai hâte de voir aussi l'évolution sur le sol français, parce que c'est vrai qu'on est un peu à part, hein. Un peu comme pour tout, hein, on est un peu à part du monde entier. Donc c'est marrant c'est justement de faire le parallèle et de faire le comparatif entre comment ça va évoluer à l'international et comment ça va évoluer en France. Qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va dans le même sens ou pas? Bah pas forcément. Bah justement, c'est pour ça. C'est pour ça que ça serait intéressant de refaire une mise à jour plus tard là-dessus quand d'ici quelques temps, quoi, une année ou deux, si on est encore là. Ouais. On n'arrive déjà pas à se projeter au prochain podcast qu'on va faire, on parle de dans 2 ans. Hein, bon, alors. Donc ouais, à voir. À voir. Ouais, on verra ça. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Ça va pour toi? Bah écoute, j'ai plus rien à dire. Ouais, bah j'espère que vous serez contents de nous retrouver en tout cas. Hein, ça fait combien de temps là? De petits auditeurs, je ne sais pas, ça fait longtemps, tu vois, ça fait assez longtemps pour que je me souvienne pas combien de temps ça fait, donc voilà, quand je pense que ça fait au moins 2 ans, ça fait 1 an et demi qu'on est là-dessus, on a fait 14 épisodes, on a des bonnes bandes de tocards quand même. À la base, c'était un toutes les 2 semaines. À la base, c'était un toutes les 2 semaines. Après, on s'est dit, il n'y a pas assez de sujets.
Ça m'étonne tous les 2 mois. Et puis après, une chose en entraînant une autre, on s'est oublié. Non, mais là, il s'est passé plein de trucs en même temps. Oui, non, bah, c'était dur de se voir. Hein. C'est dur de se voir, c'est dur de se mettre en place. Et puis en plus de ça, en commentaire là justement sur les réseaux, là, justement, c'est ce qu'on disait. On n'a pas toujours aussi beaucoup de sujets parce que là, il se passe pas grand-chose. Bah ouais. Donc c'est pour ça. Donc on fait au mieux, messieurs, dames. Donc soyez sympas avec nous. D'ailleurs, je crois qu'on est un des rares podcasts, la JJB, qui sort quelque chose. Parce que Castagne FM, ils n'ont rien sorti. Non. BJJ Corner, ils n'ont rien sorti. Non, ça fait longtemps d'ailleurs. Ouais, non, mais c'est ça. Donc là, ouais, donc soyez indulgents avec nous parce que pour l'instant, on est les seuls qui sortent quelque chose. Voilà. Donc un petit like, un petit abonnement. Un petit abonnement, une petite cloche pour suivre notre actualité qui est faible, mais elle est là. Faible, mais pas inexistante. Voilà, non, mais n'hésitez pas en tout cas à nous faire vos retours et tout ça, ça fait toujours plaisir, positif comme négatif. Par chance, pour l'instant, on a eu beaucoup de positifs, donc n'hésitez pas, comme disait Rolia, à vous abonner, à nous écouter, à partager surtout, parce que voilà, visiblement, on fait partie des podcasts qui sont agréables à écouter, donc ça nous fait plaisir. On vous remercie. On a des petits projets en plus pour la suite là. Ouais, des va nouveaux essayer formats, de faire, on travaille sur autre chose. Ouais, on va essayer de faire évoluer sur déjà le mec s'enflamme, des nouveaux formats. On va essayer d'évoluer sur un nouveau format. On n'en dit pas plus parce que pour l'instant c'est pas encore fait, donc voilà. Mais voilà, un format peut-être un peu plus court pour ceux qui nous demandaient aussi des formats plus courts. Donc gardez le format long comme on l'a fait là, et puis un format, je l'espère un peu plus régulier, mais plus court, qu'on ferait peut-être pas d'ailleurs en visuel, enfin, où on serait pas obligé d'être ensemble pour le faire. Donc c'est pour ça, c'est ce qui permettrait peut-être d'être un peu plus présent. Donc voilà, bah écoutez, soyez patients et ça arrivera. Ouais, bientôt. Bientôt. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur le sujet. N'hésitez pas à revenir vers nous et nous faire part de votre ressenti sur ce coup de tonnerre, comme je disais, de la clé de talon et du knee ripping. Et puis, bah, il nous reste à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et à plus tard. Ciao.